Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Bonjour Mehdi. Bonjour. Bonjour Mehdi. Merci mille fois d'avoir accepté notre invitation sur Tipping Point. Tu vas nous raconter ton parcours, ton engagement, tes points de bascule. Et on avait envie de commencer en posant que l'entreprise est un organisme vivant et également, tu nous l'as répété quand on a préparé ensemble, un organisme politique. Donc on va explorer ensemble ce que ça veut dire et j'aimerais tout de suite partager également quelques lignes assez évocatrices que l'on trouve sur la page d'accueil de Agronutrice, le projet que tu as cofondé en 2011 et que tu leads aujourd'hui, qui est une entreprise spécialisée dans l'élevage et la transformation d'insectes en protéines pour l'alimentation animale. Alors, on peut lire « Un monde profondément bousculé par la croissance démographique, par la crise écologique et par la technologie numérique nous appelle à agir et changer de paradigme. Au-delà d'apporter des solutions innovantes, cela nous invite à repenser nos organisations pour en faire des espaces de sens, de liberté, de confiance et de co-création, des aventures collectives conscientes des autres et de leur impact sur leur écosystème. » Et après, vous enchaînez en disant que chez Agronutrice, vous avez fait le choix d'aller vers des nouvelles formes d'organisation vivante basées sur le sens, la liberté et la gouvernance partagée. Bon, avec Romain, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des landing pages aussi inspirantes. Et évidemment, nous, ça nous inspire beaucoup parce que les auditeurs le savent maintenant, mais on a une vraie passion pour les organisations responsabilisantes, à gouvernance partagée et surtout qui sont respectueuses du vivant. Alors, Mehdi, ça nous fait vraiment plaisir de discuter avec toi ce matin parce que tu es particulièrement impliqué et depuis très longtemps sur ces sujets. D'où cela te vient ? Quelle est ton histoire ? Est-ce que, s'il te plaît, tu peux te présenter ? Oui, je vais essayer. Donc, c'est pas une question facile, hein, on est d'accord, de cela me vient, mais en tout cas, j'ai des éléments d'explication. On est toujours le fruit de son propre chemin. Et dans mon chemin, il y a des éléments sûrement qui m'ont marqué. En tout cas, c'est l'histoire que je me raconte. C'est premièrement, moi, c'est une naissance au Maroc, avec une double appartenance culturelle et une double appartenance sociologique. Hein. Donc à la fois une famille maternelle d'un milieu plutôt populaire, une famille paternelle plutôt bourgeoise, et ensuite une langue arabe et une langue le français appris en même temps, et donc qui sont mes deux langues maternelles d'une certaine manière. Et ça m'a permis d'avoir la chance de voir le monde avec plusieurs lunettes. Et je pense que c'est un des éléments d'explication, par exemple, de ma passion pour la diversité, pour la diversité des points de vue. Parce que j'ai compris assez vite, en ayant la chance de pouvoir voir le monde avec des angles de vue diamétralement opposés, qu'il y a peu de vérité, il y a des conventions collectives, il y a des perceptions du réel. Donc ça, c'est un élément sûrement qui a été très important dans mon parcours et la manière de percevoir les choses. Un deuxième, c'est que je pense qu'en ayant été, en ayant vu le Maroc aussi du côté populaire, ça m'a donné une conscience très forte sociale. J'ai vu à quel point les déterminismes sociaux étaient forts, à quel point nos parcours étaient peu liés au final à nos potentialités ou nos potentiels, mais plutôt liés à quel point on est nourri au final par l'environnement qui nous entoure, et il y avait une corrélation forte entre les milieux sociaux auxquels on appartenait et nos parcours de carrière professionnelle. Donc là aussi, ça donne une sensibilité forte sur le fait que moi je crois peu que les gens aient une nature profonde, et ça va se retrouver aussi dans la manière de percevoir la capacité d'évolution et les qualités intrinsèques des gens, mais je pense que les gens sont le fruit de leur chemin personnel qui est lui-même très fortement, influencé par les contingences externes. Ce qui rend aussi humble sur ce qu'on devient, puisqu'on le doit beaucoup à
à l'endroit où on est né. Hein. Il y a même des scientifiques qui montrent qu'on peut prévoir avec des algorithmes à 95% à quel milieu socio-professionnel on va appartenir dès la naissance. C'est dire à quel point la notion de méritocratie est assez faible dans les faits. Donc ça, c'est quelque chose qui va me marquer, moi. Donc voilà. Et donc voilà, un mélange de conscience politique, de conscience sociale, d'aspiration, de compréhension des problématiques du rapport Nord-Sud, et en même temps une culture très bourgeoise qui m'amène à être ce que je suis aujourd'hui. Voilà, quelques éléments qui peuvent essayer d'expliquer ce qui va faire que mon chemin personnel va être un chemin aussi de quête de sens, de quête de vérité. Voilà. Après, on peut parler des principales étapes de carrière, même si j'utilise peu le mot carrière, là il est venu, mais en tout cas de parcours professionnel. Donc moi, après, quand j'ai quitté le Maroc, j'ai fait des études donc à Dauphine et après le SCP. J'ai rejoint la banque Rothschild pendant 7 ans. J'ai été banquier d'affaires. Sûrement que je voulais répondre dans mon dans mon dialogue interne, dans mes tensions internes, parce qu'on en a tous. Il faut juste après accepter et commencer petit à petit à les observer, et ne pas les nier. Sûrement que je voulais au départ me prouver que j'étais capable d'être dans certains environnements extrêmement élitistes, exigeants. Et donc ça fait partie des choses m'ont plutôt amené à démarrer mon parcours professionnel dans des banques comme la banque Rothschild. Évidemment, ça a été une source d'apprentissage énorme. J'ai aussi vu un certain nombre de choses en moi, sur la capacité à être dans la tension, à aimer l'adrénaline dans des moments de pression très très forts. Donc j'ai beaucoup appris autour de gens brillants. Pour autant, j'avais un autre penchant de moi en même temps qui a tenté des incursions dans le monde altermondialiste. Je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de banquiers d'affaires qui étaient en même temps altermondialistes et qui étaient chez Attac, même si j'ai arrêté assez vite. Et ça résume assez bien mes va-et-vient en réalité. J'ai arrêté assez vite parce que les trotskistes avaient trusté ce type de mouvement et donc pour moi, il n'y avait plus l'ouverture d'esprit qu'il y avait au départ. J'étais aussi un de gens qui se battaient pour qu'on appelait ça les altermondialistes et non pas les antimondialistes parce que les mots ont du sens. J'y suis rentré aussi par la taxe Tobin parce que en background financier, j'étais vraiment persuadé que des nouveaux systèmes et ma sensibilité nord-sud, des nouveaux systèmes de taxation. On voit bien aujourd'hui avec l'écologie où il y a quand même une dette des pays européens ou des pays occidentaux vis-à-vis du reste du monde qui doit être aussi questionnée. Il suffit pas de dire à tout le monde allons vers les 2 tonnes par habitant, mais comment on y va et qui finance la part de dette collective qu'on a créée. Donc il y avait ça, j'ai tenté aussi des incursions dans des milieux politiques. Donc il y avait ce va-et-vient, mais comme s'il y avait une dissociation au final entre l'aide professionnelle, mais on a été formé comme ça, qui est censé être froid, rationnel, qui n'est pas qui n'intègre pas sa dimension émotionnelle. Et de l'autre côté, il y a un citoyen épris de changement de monde, etc. Et tout ça vivait côte à côte. Et je pense que c'est un sujet qui revient souvent. Je pense que cette dissociation entre les différents mois, alors qu'il n'y a qu'un mois, est une des raisons des mal-être collectifs, parce que souvent, on a tendance à enfuir l'enfant, le rêveur, celui qui a envie de changer les choses, pour se constituer une sorte de costume de quelqu'un de surpuissant, qui a envie de tout balayer sur son passage. Et souvent, après, certaines personnes deviennent malheureuses quand elles considèrent qu'après des années et des années, elles ont oublié l'autre dimension d'elles-mêmes qui aspirait à des choses beaucoup plus spirituelles ou plus, en tout cas, émancipatrices. Comment c'est pris chez Rothschild, justement, le fait que tu te rapproches de groupes altermondialistes? Alors, j'en ai pas trop parlé. T'en parles pas? Non. Pour quelle raison? Parce que moi, j'avais intériorisé l'idée que ce serait pas perçu comme quelque chose de positif et que peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, c'est ce que j'ai intériorisé moi et donc je considérais que c'était des questions personnelles qui n'avaient rien à voir avec la banque d'affaires. D'accord. Donc, et à l'époque, tu perçois cette dissociation du moi, tu la vois, tu la vis, comment tu la vis? Alors, au départ, c'est une forme de fierté, pour être honnête, parce qu'au-delà de ça, je faisais la fête dans des milieux underground, et donc j'avais des fréquentations qui étaient très lointaines j'aimais beaucoup les milieux artistiques, qui étaient très lointaines en réalité du milieu professionnel dans lequel je vivais, même si j'ai aussi eu des amis dans ce milieu, hein. Je suis pas du tout
fermé, mais en tout cas, je le vivais au début comme une vraie satisfaction. Je disais, ce qui est important dans la vie, c'est d'avoir des bons adducteurs pour faire le grand écart. Oui, parce que ça me permettait d'être dans plusieurs mondes et au final, ça conciliait aussi d'autres choses. C'est que j'ai appartenu à plusieurs mondes aussi. Je vous parlais de mon enfance et je pense que cette capacité à naviguer dans plein de mondes, pour moi, pendant longtemps, ça a été une source de richesse. Mais à partir d'un moment, il y a eu une sorte de force qui m'a appelé à essayer de comprendre, au final, un ancrage plus fort, à comprendre qui j'étais profondément et essayer d'aller vers quelque chose qui réunissait tout ça. Parce que ça crée quand même des formes de dissension. Il y a des moments où, sur les 7-8 ans, où je me posais des questions fondamentales, ayant moi-même, voilà, des convictions politiques, dans quelle mesure ce que je faisais avait une, comment dire, quel sens ça portait, est-ce que ça créait vraiment de la valeur sociale, de faire banquier d'affaires. Et encore une fois, moi, je suis pas quelqu'un qui est dans le jugement. Donc, ce que je dis ne compte que pour moi. Hein. Je dis pas que ça n'est pas créateur de valeur, etc. Je dis, moi, vu du point de vue qui est le mien, cette question commence à émerger de manière forte. Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire de ma vie? Est-ce que c'est ce rythme de travail que je veux avoir? Donc, toutes ces questions sont posées. Mais au départ, c'était plutôt une source de satisfaction. Par exemple, pouvoir aussi j'allais en festival de musique. J'étais un passionné de musique. Moi, je suis un passionné de musique. J'écoute beaucoup de musique. J'écoutais beaucoup de musique. Dernièrement, en parlant avec des amis, je me suis rendu compte que j'ai fait un nombre de concerts phénoménal. Et j'aimais beaucoup la musique électronique. Et je faisais un festival à Barcelone qui s'appelle le Sonar, assez tout début. Et j'étais assez fier au final de partir un jeudi de banquier d'affaires, et un jeudi, et pendant 4 jours danser comme un malade, et revenir le lundi matin, remettre mon costume. Mais ça pouvait pas durer éternellement. Je pense que l'énergie de la jeunesse peut absorber ce type de je sais pas comment les appeler, mais je sais pas si c'est, en tout cas de juxtaposition de mondes très différents. Le temps rend ça plus difficile pour plein de raisons. Voilà. Est-ce que tu te fais accompagner? Comment tu travailles sur toi pendant cette bascule-là où tu ressens que tu as besoin de passer à autre chose et de réconcilier un peu les deux parties? Non, pour être honnête, je me fais pas accompagner. Je suis pas encore dans cette période où je ressens le besoin. J'ai pas encore à toucher le monde du développement personnel. Donc non, mais j'ai beaucoup de questionnements. Moi, j'ai pendant longtemps, ce qui a été un vrai sujet après de développement personnel, mais j'étais un hyper cérébral. J'intellectualise énormément, je conceptualise énormément. Donc j'étais dans un dialogue interne assez important. Je me suis rendu compte très longtemps que je discutais beaucoup avec moi-même. J'avais la chance, par exemple, de Rothschild d'aller à pied de chez moi. J'habitais à un quart d'heure à pied. Et c'est fou à quel point je pouvais débattre avec moi-même pendant que je marchais. Donc c'était un débat interne. C'était aussi des moments en parlant de musique, j'écoutais parfois souvent le samedi matin beaucoup de musique, parfois des musiques qui me faisaient même pleurer parce que j'avais besoin de ça. Mais non, c'est juste cette question existentielle qui était là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je n'ai pas envie de faire d'autres choses? Et en même temps, je suis ravi d'avoir passé 7-8 ans chez Rothschild parce que j'ai appris des choses sur moi que je n'aurais pas appris si j'étais pas passé par là. Donc ça, c'est important. Donc au bout de 7-8 ans, j'ai envie de faire autre chose et je ressens des choses. Je sens que j'ai envie d'aller vers l'industrie. Vers des milieux où il y a beaucoup plus de diversité sociale et intellectuelle, c'est-à-dire qu'il y a des gens très intelligents chez Rothschild, il y a des gens brillants, mais comme je suis convaincu qu'il y a plusieurs formes d'intelligence, parce que j'ai des amis qui n'ont pas réussi à l'école, mais que je trouve intelligents, parce que j'ai des amis artistes, etc., je ressens le besoin d'être dans des environnements où il y a de la diversité d'intelligence et de la diversité au sens large. Et pourquoi l'industrie? Parce que je pense que je voulais être dans le faire, et que je ressentais aussi le besoin de ne plus être dans le conseil, dans apporter de l'intelligence ou du conseil à des personnes qui vont décider. Quelque part, je voulais être confronté à l'intime conviction aussi. Quand on est consultant, on n'est pas confronté souvent à l'intime conviction, parce que l'intime conviction, on la touche que quand on doit décider, quand on doit sauter. Il y a un moment, quelque chose qui se passe dans le ventre, on y va, on n'y va pas. Et ça, je sentais que j'en avais besoin. Et après, comme dans un chemin, c'est toujours on fait des bouts et après on fait des bouts et on se déleste petit à petit.
J'avais le côté toujours financier, etc. Donc je voulais faire ça dans un LBO. À l'époque, on faisait des LBO. Donc c'était mon chemin à moi, ma bascule à moi, c'est d'aller vers l'industrie, mais dans des contextes qui restent dans des environnements financiers et que je connaissais bien. Et donc c'est là où je bascule dans une autre aventure qui est celle de Poult. Mais c'est intéressant parce que je commençais à regarder et là c'est une boîte que je conseillais à la vente. Je conseillais les anciens actionnaires et le président de cette entreprise. À la vente de l'entreprise, arrive un nouveau fonds d'investissement pour un premier LBO. En tout cas, avant c'était pas un LBO, mais c'était quand même des investisseurs financiers. Et là, il y a quand même une rencontre. Souvent, dans ces moments de bascule, c'est toujours des rencontres. Alors, on n'a pas parlé des rencontres d'avant. Il y a d'autres personnes qui m'ont marqué dans le temps, mais c'en est une. Donc, je fais une rencontre et on se met d'accord avec le président de Poult, donc Carlos Vercaeren, que je rejoins l'entreprise en tant que DAF. Mais il y a eu une sorte d'amour platonique qui s'est très vite mis en place entre Carlos et moi. Et donc, j'ai aujourd'hui la conviction que si je suis allé là, c'est que mon inconscient avait déjà vu des choses. C'est-à-dire que il y avait dans cette relation, je me rappelle quand on avait déjeuné ensemble, on avait refait le monde, il m'avait parlé, alors je vais pas parler à son nom, mais il m'avait parlé de son parcours à titre personnel et d'où viennent ses parents. Il y avait des choses qui nous parlaient tous les deux. On avait parlé de vision du monde, de la société, on avait parlé politique. Et au final, on a très vite parlé d'autre chose que du métier lui-même. Et je pense que dans cette rencontre, il y avait déjà tous les ingrédients de ce qu'on allait faire ensemble dans les 10 années qui allaient suivre, même s'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Carlos avait déjà démarré la bascule vers autre chose. Et ça peut pas être un hasard de m'être retrouvé là. Parce qu'au final, cette rencontre plus l'aventure Poult m'a permis d'arriver à un endroit où ce fameux convergence des moi allait avoir lieu. C'est-à-dire que cette recherche à l'extérieur de mon monde professionnel, de ce qui m'animait profondément, cette idée d'essayer de contribuer au changement du monde, celle d'essayer d'aller vers plus de justice sociale et d'égalité, des choses qui me tenaient à cœur. À un moment, petit à petit, dans cette aventure-là, puisqu'on a commencé à transformer en profondeur cette entreprise pour l'amener vers ce qu'on a appelé l'entreprise libérée, même si je préfère aujourd'hui le mot gouvernance partagée, et on y reviendra sûrement dans le temps pourquoi. Ça a permis cette étape où au final j'agissais au quotidien alors que dans ma perception de départ on était professionnel à un endroit et on agissait en tant que citoyen à l'extérieur de cet endroit. Alors on voit bien que c'est quelque chose qui fonctionne pas, on peut pas se poser face à la télé ou lire des articles de journaux et se dire c'est insupportable de voir un certain nombre de comportements dans le monde économique et en même temps quelque part contribuer à ces comportements parce que l'être froid rationnel dit c'est normal qu'il y ait des licenciements, c'est l'efficience économique, etc. Donc au final on est capable, et je pense je suis pas le seul à avoir ce type de raisonnement avec la bonne distance émotionnelle, tout en étant par ailleurs choqué en tant que citoyen d'un certain nombre de choses. Et ça, on peut pas éternellement vivre cette dissociation. Et certains le vivent longtemps. Certains même, je pense, pour le vivre, oublient leurs aspirations fortes, parce que moi, je pense qu'il y a quelque chose d'universel dans les humains, qui se nourrit ou qui se nourrit pas, qui est d'être en communion avec les autres, d'être créer quelque chose. On voit bien qu'on est quand même, si je fais une petite digression, je pense que des Mère Teresa ou des Dalai Lama ou même pas des Dalai Lama ou d'autres personnes qui sont mortes aujourd'hui et qui ont contribué au bonheur humain, je pense que quand ils sont dans le lit de leur mort, ils sont plutôt heureux et satisfaits. Moi, je pense que d'autres personnes qui ont été, par exemple, des tueurs en série ou qui ont été des humains qui sont allés de l'autre côté plutôt vers la part d'ombre qui est en chacun de nous. Je suis sûr que sur leur lit de mort, ils n'ont pas la même satisfaction. Ils ont conscience profondément qu'ils n'étaient pas du bon côté. Donc c'est pour ça que alors c'est peut-être une naïveté, c'est une forme d'utopie, mais je crois vraiment profondément qu'il y a une lumière, que la lumière est le chemin qu'on devrait tous entreprendre. Il s'avère que les vicissitudes de la vie font que parfois on part de l'autre côté, du côté de l'ombre. Pourquoi je fais cette digression? C'est pas grave. Je reviens sur ce qu'on disait. Oui, donc c'est là, dans cette aventure-là, que j'ai le sentiment d'une convergence du moi et de pouvoir agir au quotidien. Et donc c'est une période où je suis heureux. Alors, c'est une période très 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 difficile parce qu'il y a aussi toute la transformation. Je présume qu'on y reviendra aussi. Il y a la transformation personnelle
c'est aussi le moment où on apprend qu'il y a un écart important entre, et ça c'est quelque chose qui est très important pour tous les leaders qui veulent transformer leur boîte, c'est de comprendre assez vite qu'il y a un énorme écart entre ce à quoi on aspire intellectuellement et la congruence personnelle. C'est-à-dire, il faut accepter l'idée que quand on aspire à quelque chose intellectuellement, on n'est pas à la hauteur de cette chose-là parce que même si intellectuellement on est calé, c'est-à-dire on dit ouais je veux ça, je veux ci, etc., mais il s'avère que mon expérience montre qu'il y a toujours un écart phénoménal entre ce qu'on a intellectualisé et notre capacité à l'incarner. Et c'est souvent un biais énorme, mais moi je dis souvent que il faut comprendre à la minute où on a décidé de transformer une boîte qu'on est le principal obstacle à sa transformation. C'est pour ça que souvent les réussites des transformations vers les entreprises collaboratives, gouvernance partagée, passent par plusieurs conditions, mais les conditions qui me paraissent fondamentales, c'est l'intention réelle de la personne qui le fait. C'est-à-dire, est-ce qu'elle le fait pour des bonnes raisons, parce que c'est au trip que ça le touche, pas parce que il voit qu'à Palo Alto, ça a l'air moderne, il y a des endroits, voilà, mais maintenant je veux pas apparaître un manager vieux jeu, donc je veux être dans les injonctions de modernité, donc je le fais pour des mauvaises raisons. Il faut le faire parce que c'est tripal. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est d'accepter dès le départ que même si on le fait pour des raisons tripales, on n'est pas à la hauteur de ce changement. On est même très, très, très loin. Et donc, il faut se transformer. Donc, il y a à la fois du bonheur, parce qu'on a l'impression d'être au bon endroit, parce qu'on sent qu'il y a un alignement. On parle souvent d'alignement. Mais il y a aussi énormément de difficultés, parce qu'on prend conscience qu'on doit personnellement changer en profondeur pour être en adéquation avec notre rêve. Et ça, souvent, j'ai remarqué, ou le manque d'intention, ou le manque de lucidité sur cet écart font que beaucoup de transformations sont des échecs. Tu arrives, toi, à avoir cette lucidité-là quand tu arrives chez Poult, de se dire j'ai un gros travail, un gros chemin à faire pour accompagner Carlos et l'entreprise dans sa transformation, ou ça arrive petit à petit parce que des obstacles, parce que tu t'es confronté à des échecs aussi? Non, ça arrive petit à petit, il faut être honnête. Non, j'ai vécu avec l'illusion au départ que parce qu'on le veut profondément, on l'incarne. Et c'est pas tout à fait vrai. Et alors, je peux pas dater à partir de quand j'ai pris conscience de ça, mais quand j'ai pris conscience de ça, j'ai fait un travail énorme de transformation personnelle, de remise en question, qui est passé par de forme d'auto-coaching et ensuite par des accompagnements sur des sujets comme du coaching individuel, mais aussi des formations à la CNV, à d'autres éléments de ce type-là. Et de toute façon, ça c'est, si on regarde un petit peu l'aventure Poult, une des erreurs, mais bon, il faut bien que les pionniers en fassent beaucoup, mais tout le monde en fait de toute façon. Nous, dans notre expérience, je pense qu'une des erreurs collectives qu'on a faites, c'est de croire qu'on a beaucoup cru, parce qu'on était des êtres politiques, et je pense plus politiques que la plupart des autres aventures. En tout cas, Carlos et moi, on est des êtres éminemment politiques. Et on croit que c'est de la politique, mais c'est pas un gros mot, la politique, au contraire. On a cru que si on mettait en place une nouvelle forme d'organisation, des nouvelles formes de gouvernance, ça suffirait. Et en réalité, vous savez, c'est comme en politique, quand on parle d'égalité réelle et égalité formelle. Je sais pas si vous êtes familier avec ces concepts, mais l'égalité formelle, c'est de créer le cadre juridique qui permet l'égalité. Et l'égalité réelle, est-ce qu'elle est vécue? Et moi, je pense que c'est le même phénomène dans ce type de transformation, c'est que vous pouvez créer le cadre organisationnel, le cadre de gouvernance qui va créer les conditions formelles de la liberté et de l'égalité. Et ce que j'ai sous-estimé, c'est que ça ne suffit pas. Il y a toute la déconstruction culturelle. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est totalement libre de faire ce qu'il veut, il ne le fera pas parce que, par exemple, il est en insécurité psychologique. Et donc, c'est pas une injonction de lui dire « sois libre ». À un moment, il faut l'aider, le prendre par la main pour qu'il le devienne. Et sûrement que c'est une des erreurs qu'on a commises, c'est qu'on a mis beaucoup l'accent sur la partie formelle. On a formalisé un maximum de choses et on a mis un peu moins d'énergie sur les déconstructions culturelles, en tout cas l'accompagnement à la formation et à tout ce qui est intelligence émotionnelle. Ce qui n'est pas le cas dans mon aventure actuelle AgroNutris, où on met beaucoup de moyens sur cette partie-là, parce qu'elle est aussi fondamentale que la partie formelle. Et quels sont les éléments ou les indicateurs qui vous font dire que le réel, le vécu en fait, est assez éloigné du cadre formel? C'est qu'on voit
bien que le mouvement ne se génère pas, je vais mettre entre guillemets naturellement, mais en tout cas ne se génère pas par lui-même, juste par l'évolution de l'organisation. Quand vous mettez en place dans des usines des organisations beaucoup plus plates, déhiérarchisées, avec des équipes autonomes, il y a des endroits où ça prend, parce qu'il y a un certain nombre d'ingrédients qui sont là, il y a une minorité importante de gens qui n'attendaient que ça, qui se mettent en mouvement et qui créent le mouvement. Et il y a d'autres endroits, ça se met pas en place parce qu'il y a trop de personnes en insécurité psychologique, il n'y a pas les 2-3 ingrédients qui font ce mouvement et ça crée presque l'effet inverse. Ça crée de la juxtaposition d'individus qui savent pas faire équipe. C'est pas si simple. Au final, on se constate que c'est pas si simple. On prend conscience, par exemple, que c'est pas si simple d'être un coéquipier ou un équipier parce que ça demande une capacité d'écoute de l'autre, l'intégration de la notion d'altérité. Si je prends un exemple tout simple, et ça on le constate dans beaucoup d'équipes, c'est qu'on a été éduqué depuis le début avec des systèmes où il y a toujours une figure tutélaire. Donc sans s'en rendre compte, on est toujours infantilisé. C'est-à-dire on a le prof qui nous apprend, alors c'est normal, on est mineur, mais on pourrait re-questionner quand même la posture du prof ou de l'instituteur dans une classe. Aujourd'hui, nos classes ressemblent quand même, nos classes du 21e siècle ressemblent à des classes, en tout cas même je veux dire, physiquement, à des classes du fin du 19e siècle. Je pense que ça pose des vraies questions. On est toujours infantilisé, donc voilà. Ensuite, on a des managers, on a des instituteurs, on a des parents. Et au final, c'est pas si simple que ça. Dans le phénomène d'infantilisation, il y a une forme d'égocentrisme. Parce qu'au final, on nous apprend à voir le monde, non pas, au final, même dans l'entreprise, ce phénomène d'infantilisation fait que comme tous les circuits de décision sont pyramidaux, si je suis dans un service, je suis omnibulé par mon besoin de service, mais pas le besoin de l'autre service. Et comme ça passe par un échelon au-dessus qui va arbitrer entre deux besoins qui sont en tension, mon énergie la met à défendre mon besoin, uniquement. Or, dans un système collaboratif, on appréhende collectivement la problématique dans son ensemble. Donc, je fais rentrer l'altérité dans le processus de décision et donc dans ma perception du monde. Je n'ai pas raison et donc ça touche à la question de la vérité aussi. Parce que dans ces systèmes infantilisants, on nous crée aussi l'illusion qu'on voit le monde, ce que je vois est la vérité. Or que c'est une perception du réel parce que je vois le monde d'un endroit. Et quand je suis dans une équipe, par exemple en collaboration, par définition, j'intègre l'ensemble des dimensions de la réalité puisque chacun vient et met ensemble ce qu'il voit. Et donc, ça demande, par exemple, beaucoup de formation, c'est quelque chose qu'on a sous-estimé, pour comprendre, avoir une meilleure capacité d'écoute, comprendre que ce que l'on perçoit est une perception du réel. Donc, pour se former à une idée de l'intelligence collective, il faut sortir d'une logique où j'ai raison, mais plutôt j'ai un apport, parce que je vois le monde d'un certain endroit, mais qu'il va y avoir des regards complémentaires à cet apport. Et donc voilà, c'est quand on constate qu'il y a des équipes qui ne fonctionnent pas, petit à petit, on se pose la question, mais pourquoi elles ne fonctionnent pas alors qu'on a tout fait, on a mis en place, il n'y a plus de chef, il y a plus de... Voilà, Oui, parce que c'est un environnement extrêmement protecteur. Ce travail séquencé et séquentiel, tu es sur toi et ta tâche, tu t'occupes pas du voisin. Et c'est François Dupuis qui le dit, ce travail segmenté et séquentiel crée beaucoup de protection, à commencer par celui du client. C'est que tu n'es jamais exposé finalement. Bien sûr. T'es pas exposé et il y a ce fameux adage qui dit si chacun fait bien son travail, le travail sera bien fait, ce qui est pour moi une hérésie dans un monde où il faut la complexité nous amène à plutôt agréger les regards pour essayer d'apporter des réponses complexes et complètes. Donc ça oui, c'est comme ça qu'on le constate. C'est des équipes qui sont pas des équipes qui fonctionnent très bien à plein d'endroits. Et là on se dit ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de déhiérarchiser, d'horizontaliser, de créer un contexte où il y a beaucoup de liberté, de donner beaucoup d'autonomie au travail à tout le monde, ça ne suffit pas. C'est combien de personnes, Poult, pardon ? Alors en France, c'est 700 personnes, en Europe, c'est 1200 personnes, mais c'est-à-dire que l'expérimentation gouvernance partagée s'est faite principalement en France, puisque la partie européenne s'est faite par croissance externe assez tardivement, et donc on a commencé à peine à un petit peu insuffler cet esprit-là dans le reste de l'Europe. Donc... Oui, donc voilà, ça c'est un des éléments sûrement sur lequel il y a eu beaucoup d'apprentissage pour les expérimentations suivantes. C'est qu'il y a tout un enjeu autour de la déconstruction culturelle qui est fondamental. Là, tu fais 10 ans chez Poult.
Je fais 10 ans chez Poult, alors et ensuite donc un chemin personnel. Alors c'est peut-être très intéressant de partager quelque chose puisqu'on est dans le sujet du chemin personnel et qu'est-ce qui fait qu'il y a des moments de bascule. Alors moi je pourrais pas dire qu'il y a des moments de bascule très très forts, mais il y a des rencontres. J'en ai parlé d'une. J'ai passé sous silence une autre, mais qui est très importante. C'est mon arrivée en France et l'anonymat en France. Ça m'a permis de sortir d'une société qui était un microcosme social qui était très très qui était d'une certaine manière emprisonnant au Maroc, et l'anonymat m'a permis c'est mon premier voyage vers moi-même, hein, donc d'essayer de comprendre mieux qui j'étais. Et dans ce chemin, donc pour revenir à Poult, dans ce chemin de Poult, évidemment que plus on se forme, plus on se remet en question, plus on passe des moments difficiles, plus on se rend compte que gérer une boîte, par exemple, par les chiffres uniquement, c'est une illusion, parce que quand on commence à comprendre tout ça, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui crée de la valeur, c'est l'humain. Donc comment je mets mon énergie sur l'humain et comment je me désintoxique de croire que la finance, par exemple, permet de percevoir la réalité d'une entreprise, mais au contraire, c'est une grille de lecture, mais qui est insuffisante et même parfois à laquelle on donne trop d'importance. Donc il y a tout ce chemin, avant de dire comment on quitte Poult. Donc voilà, il y a ce chemin où on comprend des choses, on apprend des choses. Par exemple, moi, quelque chose qui m'avait marqué, c'est intérioriser l'idée que comme l'humain est au cœur, comment on crée les conditions d'une dynamique humaine extraordinaire. Donc on se rend compte qu'il y a un basculement de son temps d'un management très analytique par les écarts au budget, par un management qui se dit mais comment on crée les conditions de l'épanouissement individuel et collectif. Et c'est une question qui est d'une autre nature et qui change complètement votre métier. Au final, au début, dans mes propres déconstructions, dans mes propres chemins, c'est abyssal, parce que au final c'est plus confortable de rencontrer les gens tous les lundis en leur disant mais pourquoi vous êtes en écart et quelles sont les actions correctives pour revenir à l'écart, etc. Au final, parce que le chiffre donne l'illusion de capter le réel, alors que c'est faux. Moi je vous donne un exemple. Lorsqu'on a fait la première vraie transformation du premier site industriel, donc à Montauban en 2007, les 6 premiers mois les chiffres étaient catastrophiques. Donc on aurait pu être tenté de se dire ça marche pas. Mais comme on avait une croyance extrêmement forte qu'on était au bon endroit et qu'on faisait les bonnes choses, on a tenu. Mais qu'est-ce qui nous a fait aussi tenir et qu'est-ce qui a été une leçon phénoménale pour moi? Une leçon phénoménale pour moi, c'est quand j'allais sur le site, je voyais l'énergie. Je voyais des gens essayer. Je voyais aussi des gens qui galéraient, mais je voyais beaucoup de gens qui avaient une énergie incroyable, intrapreneuriale, de tenter des choses, d'expérimenter. Et donc, à chaque fois que je sortais de l'usine, j'étais boosté d'énergie. Et là, on voyait bien que je vivais en direct un écart important entre le fait que si je me fie à ma visite ou au passage sur le site, je me dis, on tient le bon bout. Il se passe des choses qui vont faire qu'à un moment, les résultats vont être bons. Et si je regarde mes tableurs, ça ne va pas. Et j'ai fait confiance plutôt à mon instinct. Il me dit, il se passe des choses extraordinaires. Et au bout de 6 mois, 9 mois, les résultats ont commencé à décoller. Et parfois, comme c'est holistique, on ne savait même pas expliquer quelles sont les actions qui ont mené à ça. C'est juste une somme de micro-actions, l'énergie. Petit à petit, les gens qui commencent à appréhender leur nouvelle organisation, qui deviennent acteurs de leur quotidien, qui commencent à tenter de l'amélioration continue, qui commencent à changer un certain nombre de choses. Et petit à petit, après un petit moment de chaos parce qu'il fallait s'adapter à cette nouvelle forme d'organisation, le mouvement a pris. Et là, on a commencé à avoir des performances exceptionnelles. Et là, les actionnaires réagissent comment? Justement, là, les 6 mois où c'est la cata. Alors nous, on a eu beaucoup de chance, beaucoup de chance. Premièrement, comme on était avec des investisseurs qui ne se souciaient pas du management, qui se souciaient que des résultats, on n'a pas beaucoup parlé, pour être honnête, de ce que nous faisions en termes de management. Parce qu'au final, les gens qui ont une organisation militaire du travail ne disent pas non plus à leurs actionnaires, on est en train d'organiser de manière militaire notre entreprise. En général, le sujet de l'organisation et du management n'est pas questionné dans les boards. Donc, comme il n'est pas questionné, on ne prend pas l'initiative de l'ouvrir nous-mêmes. Pour autant, là où on a une chance, c'est qu'on a un actionnaire patient. C'est-à-dire, même si ce sont des investisseurs financiers, on a eu la chance d'avoir des gens qui nous faisaient totalement confiance à Carlos et moi, et qui, nous faisant confiance, savaient faire le dos rond à des moments où ça allait moins bien. Donc on l'a dit, mais on est confiant, on a des actions, ça va aller, on est en train de mettre en place une nouvelle organisation, c'est normal que ça passe par des moments compliqués avant de trouver la vitesse de croisière. Et les faits nous ont donné raison, et tant mieux. Mais je pense que aussi parfois on peut avoir la malchance d'avoir aussi des financiers qui sont hyper court-termistes et qui très vite vous demandent de réagir à des situations
qui sont des premiers résultats qui commencent à dériver. Et parfois, c'est une connerie, hein. Vraiment, je pèse mes mots parce que la dictature des chiffres à court terme nous empêche parfois de prendre des décisions qui sont très bonnes à long terme, mais qui passent par des chemins de performance sinueux. Parce que voilà, les lignes droites n'existent que sur Excel. Dans le monde réel, c'est plus sinueux. Quel manager ou leader plutôt tu es à cette époque-là? Je vais beaucoup évoluer, hein, parce que j'arrive avec mon background et lié à ma formation chez Rothschild. Donc au départ, j'ai beaucoup de certitudes. J'ai même peut-être une forme d'arrogance. J'ai un ego assez élevé. J'ai toujours pas mal d'ego, même si je l'ai travaillé pendant 15 ans, et j'essaie de le mettre au bon endroit. Et je crois pas beaucoup, moi, aux gens sans ego. Je crois pas à cette idée. Je crois juste qu'on met son ego au service de quelque chose, qui est noble ou qui n'est pas noble, au sens où ça sert la communauté ou ça ne sert que soi-même en réalité. Donc oui, au départ, je viens de là et je suis aussi dans le process com. Je sais pas si vous connaissez process com, je suis persévérant en base. Alors maintenant, je suis rebelle en deuxième et en troisième phase quasiment accomplie. Je suis empathique, donc on voit bien qu'il y a un chemin, même dans mon process com, ce qui n'était pas mon cas au début. Et donc le persévérant, il a une autre qualité et défaut, c'est qu'il est drivé par les valeurs. Et donc j'ai un côté qui aujourd'hui je considère plutôt un défaut. J'ai un côté militant, c'est-à-dire que je milite pour notre transformation et donc j'essaie de convaincre. Et je pense que c'est pas la bonne posture. La bonne posture, c'est d'inspirer, pas de convaincre. C'est de faire en espérant que les autres se disent à un moment, c'est pas mal ce qu'il fait, j'aimerais bien faire la même chose. Il y a un adage, un mantra qu'on donne à Gandhi, qui m'habite et qui paraît très naïf, mais je le trouve moi très puissant. C'est soyez le changement que vous voulez dans le monde. Et ça, dans mes chemins, moi, dans mes moments de bascule, ça, c'est un mantra qui à un moment me parle. Pendant très longtemps, j'ai entendu des consultants dire, c'est pas que les gens n'aiment pas changer, ils n'aiment pas qu'on les change. Et je le comprenais pas. C'est comme quoi, c'est marrant, hein, comment des phrases qui sont là, qui sont en français, on pourrait se dire, sont compréhensibles, et on voit bien que pourquoi l'intellectuel et l'émotionnel, c'est pas la même chose. Cette phrase-là, je l'intellectualise, mais je la comprends pas pendant des années. Jusqu'à un moment où elle devient une évidence, comme le mantra de Gandhi devient une évidence. C'est difficile de dater tout ça. Mais au départ, donc, j'ai une sorte de volonté du changement, mais peut-être avec le défaut de vouloir changer les gens. De vouloir changer les choses, de forcer le changement. Et le temps passant, j'ai l'impression que un autre truc sur lequel je dois travailler, dont j'en prends conscience, et ce qui est très bien dans ce type d'organisation, c'est que vous commencez à avoir des feedbacks, et il y a une sorte de paradoxe dans mon leadership, c'est que d'un côté, les gens sentent assez vite ce qu'ils le disent, ils disent que je suis quelqu'un d'accessible. Alors moi j'aime pas ce terme parce que ça supposerait que des gens seraient au-dessus, mais ont la qualité d'accessibilité, d'être accessible. Alors que pour moi, on est dans l'horizontalité, on se vaut tous. En tout cas, en termes de citoyenneté, et là on revient à la citoyenneté, on a tous les mêmes droits, on a le même, quand on vote, on a tous une voix, donc on se vaut tous. Mais ça revient souvent. Et la capacité à me faire des feedbacks. Et ça va être une énorme source pour moi de progrès, parce que je prends dans la gueule des feedbacks. Parce que j'ai l'espace de ça, et en même temps, je me prends conscience d'un autre axe de progrès, j'allais dire un défaut, on peut le dire, c'est un défaut. C'est comme j'ai encore un ego important, j'ai encore une forme de certitude de ce que je dis est intelligent, est intéressant. Je prends beaucoup la parole. Et ça reste un des sujets sur lesquels je dois continuer à travailler après 15 ans, même si je pense que j'ai beaucoup progressé. En tout cas, les feedbacks me laissent penser que j'ai progressé beaucoup sur le sujet. Donc voilà mes axes de progrès. Donc au départ, sûrement beaucoup de maladresse, parce que hyper militant pour la transformation, et hyper envie d'aller vers ça, heureux le matin d'y aller parce que je me dis on est dans le vrai, et en même temps beaucoup de maladresse, parce qu'encore beaucoup de centralité, beaucoup de volonté de changer les autres, etc. Et petit à petit, par les feedbacks, par cette volonté de changer soi-même, elle est fondamentale, je commence à sentir que les feedbacks bougent, les gens disent tu as plus d'écoute, tu as plus d'empathie, tu laisses plus d'espace. Mais ce qui m'a toujours été reconnu par contre, c'est d'être hyper congruent sur les valeurs, c'est-à-dire l'exemplarité. Si je suis quelqu'un, je crois qu'il y a un truc qui est tout le temps là, c'est l'exemplarité. C'est-à-dire que j'ai très tôt été cohérent, non pas sur la posture, mais sur mes comportements, sur l'alignement entre les valeurs qu'on portait et la manière dont je les incarnais. Après, c'est un long chemin.
C'est un long chemin et je pense qu'aujourd'hui, on a plus de chance parce que il y a beaucoup plus d'accompagnement possible qui fait que le chemin est moins long. On peut très très vite prendre des coachings. Alors après, il faut faire attention au coaching parce qu'il y a à boire et à manger, donc il faut tomber sur des gens qui sont de qualité. Mais si on tombe sur des gens de qualité, on peut être accompagné, avoir des sparring partners, l'effet miroir, qui fait qu'on peut évoluer beaucoup plus rapidement. Mais on revient au point dont j'ai parlé au début, c'est que prendre conscience très tôt que la première des transformations, c'est sa propre transformation. Et au final, quand on rajoute à ça l'adage de Gandhi, c'est que si on veut changer une organisation, il faut se changer soi-même. Il faut être à la hauteur de cette organisation. On est des acteurs d'un mouvement, mais on ne fait pas bouger les autres. C'est-à-dire qu'à un moment, vous savez, parfois il y a des expérimentations, je ne sais pas si vous connaissez un TEDx que j'aime beaucoup, où on parle beaucoup de l'importance du second follower. Il y a un TEDx magnifique où on est dans un festival et une personne bourrée qui danse n'importe comment, comme un débile. Et donc, ça pourrait être l'image de l'innovateur qu'on regarde au début avec des yeux écarquillés en disant mais c'est un malade mental de nous amener là. Peut-être c'est ce qu'on nous a dit. En 2007, on nous prenait pour des abrutis, ou des fous, des naïfs, des bisounours, on entendait plein de mots. Et il se passe rien pendant des minutes. Et à un moment, il y a quelqu'un qui adhère à cette folie. Et donc, il commence à danser comme lui. Et dès que ce moment arrive, il commence à y avoir des gens qui adoptent cette danse-là. Et au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, on constate que ça devient un momentum. Et tout le monde veut à partir de ce moment-là, parce que ça devient un moment incroyable. C'est parce que tout le monde se lâche et danse de manière un peu folle. Et on aime bien danser tous de manière folle sans être vu, parce qu'au final, c'est une manière d'être soi-même, de danser de manière totalement désinhibée. De sortir même du code de la manière de danser. Et là, tout le monde se met à courir pour vivre ce moment-là. Et ce qui devient conservateur et même has-been, c'est les gens qui dansent pas. Et bien, je pense que ça, c'est une très belle image de la transformation. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut juste se mettre à danser comme un fou en espérant qu'il y ait d'autres danseurs qui vous suivent. Mais aller crier aux gens, il faut danser comme ça ne marchera pas. C'est le deuxième, en fait, qui crédibilise l'action du premier. Donc ça, c'est très important, mais il y a aussi le fait qu'à un moment, les gens suivent parce que le mouvement se met en place et que les gens se transforment, et leur transformation inspire les autres pour se transformer. Et on revient à l'adage de Gandhi, soyez le changement que vous voulez dans le monde. Ça, pour moi, c'est un grand apprentissage. Même parce qu'avant, j'avais un caractère très militant, que j'ai moins, c'est-à-dire que je pense plus. Je suis plus omnibulé par ma propre transformation en espérant qu'elle guide d'autres transformations. Et comment te vient l'envie d'entreprendre ? C'est-à-dire de passer de poult à agro-nutrice ? Oui, parce que en fait, tu es salarié chez Rothschild, tu es salarié chez... Salarié actionnaire chez... Salarié actionnaire, Je commence à toucher du doigt un peu l'entrepreneuriat, même si je suis ultra minoritaire. Mais c'est pas la même chose. À la fin de l'aventure Poult, il y a l'arrivée d'un nouvel actionnaire. L'entente n'est pas extraordinaire, l'alignement n'est pas extraordinaire. Pourtant, on a raconté ce que nous étions. On vit une période un peu moyenne sur le plan financier, pas difficile, un peu moyenne sur le plan financier. Et on voit que notre actionnaire est plutôt là, plus fragile, plus instable, plus en difficulté à accompagner ce type de mouvement, alors qu'il n'y avait rien de grave. On avait des actions à mener, on avait une stratégie très très claire, et il y avait une mobilisation des équipes assez forte. Et même avant de partir, on a augmenté la performance de 25% l'année de mon départ. Donc il y avait des choses en œuvre et les choses se passaient bien, même s'il y a eu un petit trou d'air, mais qui était lié au trou d'air de marché. Il y a des moments de la consommation, elle n'est pas là, il y a des conjonctures. Et c'est un épisode qui m'a beaucoup fait réfléchir. Je me suis dit, est-ce que j'ai envie de continuer à aller comme souvent dans les carrières, d'aller dans des boîtes de plus en plus grosses, pour avoir de plus en plus de responsabilités, des salaires de plus en plus gros, et dire, voilà, Mehdi, c'est un super DG, c'est un super PDG. Et je me suis dit, non, j'ai pas envie d'aller vers là. J'ai eu des opportunités, je les ai refusées. Je me suis dit, et c'est ça l'avantage du développement du chemin personnel, c'est que plus on s'aligne, plus on va vers soi-même, plus on apprend ce qu'on ne veut plus faire, et même on commence même à apprendre petit à petit ce qu'on a envie de faire. Et donc ce que je me suis dit, c'est que j'ai envie d'aller vers plus petit, déjà, pas plus grand, parce que je me suis rendu compte que plus les boîtes grandissaient, évidemment que moi j'ai pas de problème à transformer dans un jeu de contraintes. Chez Poult, on avait quand même des investisseurs financiers, et nos clients, c'était la grande distribution. Donc on peut pas dire que c'est pas un jeu de contraintes important, et pourtant on a fait la transformation qu'on a faite. Dans un milieu industriel où il y avait 70% d'ouvriers. C'était pas gagné d'avance, et plein de gens auraient dit c'est pas possible, c'est possible dans une boîte de l'IT, parce que tout le monde est bac plus 5, je sais pas quoi, mais donc voilà. Donc c'est pas les contraintes le problème. La question, c'est que je me suis rendu compte que même dans ce jeu de contraintes, plus les boîtes grandissaient, plus il y a une formalisation du board avec des choses de plus en plus complexes.
Et plus les investisseurs vous amènent à faire du reporting et on mobilise énormément de temps, à peu de valeur ajoutée pour faire ça. Je me rappelle d'un ami à moi qui avait une boîte qui faisait quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a grossi, qui faisait plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et il m'a dit un jour, il avait un investisseur financier anglo-saxon, c'est fou parce que je m'amuse moins. Parce qu'aujourd'hui, le COMEX, comité de direction, on passe 1 semaine par mois à préparer le reporting du board. Et donc, il y a ça qui me questionne. Est-ce que j'ai envie d'aller vers des organisations qui sont de plus en plus processées, où on va me mettre une pression folle pour les processer, alors que c'est pas là où je pense qu'il y a de la valeur ajoutée? C'est au final, on crée beaucoup d'énergie pour le contrôle. Or, le coût d'opportunité de cette énergie-là, il est phénoménal. Ensuite, j'ai envie d'aller vers un produit qui est porteur de solutions d'avenir. Donc, je commence à voir mon premier réflexe, c'est d'aller vers le bio. De me dire, je vais aller racheter une boîte dans le bio, une petite boîte de PME et à développer dans le bio, parce que je considère que là, il y a un endroit dans l'agro où il se passe des choses. Et je vais essayer d'être dans des tailles d'entreprise aussi, parce que j'ai envie de gagner la majorité à un moment et de pérenniser une aventure. Donc, il y a tout ça qui se met en place dans ma tête. Et je vais commencer aussi à rechercher des fonds d'investissement à impact, des fonds d'investissement qui sont en capacité de m'accompagner sur un projet comme ça, où il y a la dimension de vraie transformation organisationnelle de type gouvernance partagée, dans un secteur porteur de solutions d'avenir et qui contribue quelque part à faire un monde de 10 milliards d'habitants viable. Et en parallèle, comme j'ai un peu d'argent et de temps, j'investis dans une entreprise en tant que business angel qui s'appelait à l'époque Micronutrice, qui existe depuis 2011 et qui est le pionnier en France de l'élevage d'insectes. C'est une entreprise qui a pionnier, qui a un pilote, qui a une très belle équipe R&D, qui a de très belles compétences en élevage, qui a fait plusieurs espèces d'insectes et qui a comme stratégie d'être plutôt dans l'alimentation humaine. Et comme elle a démarré en 2011 et qu'il n'y avait rien, elle était sur tout le spectre de la chaîne de valeur, c'est-à-dire l'élevage, la fabrication d'ingrédients, donc la transformation, et le développement de produits finis dont l'ingrédient différenciant est l'insecte, et la mise sur le marché. Et moi, je questionne un moment Cédric Auriol et l'équipe historiquement, est-ce qu'il n'est pas temps, vu la maturation et après 7 ans, est-ce qu'il n'est pas temps de re-questionner cette stratégie et de choisir à quel endroit de la chaîne de valeur on pourrait être, parce qu'on peut pas, parce qu'on dit qui trop pétrin mal embrasse. Donc il y a cette idée qu'à un moment il faut choisir ses combats, on peut pas mener tous les combats. Et donc on se questionne et très vite on arrive à la conclusion que vraiment le savoir-faire différenciant, c'est un savoir-faire de biotech, donc de la biologie de l'insecte, et donc si on devait garder une activité, c'est évidemment celle de l'élevage d'insectes, parce que là, il y a peu d'équipes dans le monde qui détiennent le savoir-faire que l'on a. Donc ça, c'est la première bascule. Donc on dit, si c'est ça, il faut garder l'activité B2B et devenir fabricant d'ingrédients. Deuxième question qu'on se pose, c'est qu'au final, on était sur le food historiquement. Est-ce qu'on reste un fabricant d'ingrédients pour l'alimentation humaine, ou on re-questionne le marché adressable et est-ce qu'on va pas vers l'alimentation animale? Et là, il y a une intuition qui commence à naître, qui se dit il faut aller vers l'alimentation animale parce que ça sera la première industrie qui va décoller. Et comme on devient fabricant d'ingrédients, les process vont être semblables. Ce qu'on va apprendre pour adresser l'alimentation animale va nous positionner pour l'alimentation humaine. Et donc ceux qui gagneront la bataille, si je peux m'exprimer ainsi, de l'alimentation animale sont ceux qui seront positionnés sur l'alimentation humaine. Donc on se positionne en priorité sur l'alimentation animale. Pour quelle raison tu penses que c'est l'alimentation animale qui fera décoller Il y a 2 raisons. Il y a pas toute la partie adoption par le consommateur. Mm-hmm. Il y a des besoins avérés de protéines. Il y a des besoins avérés de réduction de l'impact environnemental des élevages. Et donc tout ça, il y a quand même l'insecte apporte une réponse plus que prometteuse. Et ensuite, il y a la bascule en juillet 2017. Et donc ça, c'est un élément qui vient basculer aussi pendant qu'on est en pleine réflexion. C'est qu'en juillet 2017, le cadre réglementaire européen devient clair et il autorise la commercialisation de protéines d'insectes dans l'aquaculture et pour les animaux domestiques, qui est la première étape de la réglementation, alors que dans la partie alimentation humaine, c'est encore un flou artistique. Et là, c'est un moment où on se dit, une start-up, c'est déjà très compliqué d'avoir des challenges. Au moins, mettons notre énergie dans un espace dans lequel maintenant le cadre réglementaire est clair. Donc au moins, on est moins dépendant d'éléments exogènes de type réglementation, qui sont des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous pouvez avoir une aventure extraordinaire si la réglementation se décale de 5 ans par rapport à ce que vous avez prévu. Il y a plein de boîtes qui sont cassées la gueule parce qu'elles n'étaient pas, la réglementation n'a pas suivi le calendrier qu'on avait imaginé. Donc dépendre comme ça d'un facteur exogène de manière aussi importante nous paraissait trop risqué. Et donc à ce moment-là, plusieurs mois avec Cédric,
superbe entente humaine, alignement sur les valeurs. Cédric très partant pour la gouvernance partagée. Il n'y avait pas une organisation de gouvernance partagée, mais il y avait déjà les prémices, c'est-à-dire qu'il y avait quand même déjà la bienveillance d'une entreprise qu'on peut retrouver dans des startups. Alors moi, c'est un thème qui me tient beaucoup à cœur, c'est de faire la différence entre une entreprise cool et une entreprise avec la gouvernance partagée, parce qu'il y a une énorme confusion et le monde des startups crée cette confusion, de mon point de vue. Et donc on pourra en parler, mais en tout cas, là, il y a ces prémices, il y a ce terreau, mais pour moi, c'est pas de la gouvernance partagée. Je pourrais vous le dire pour plein de raisons. Et Cédric, évidemment, adhère à cette analyse aujourd'hui, puisque petit à petit, en transformant la boîte, prend conscience des écarts entre ce que c'est vraiment une entreprise collaborative et une entreprise où il y a de la bienveillance, où c'est sympa de venir travailler, mais c'est quand même pas de la gouvernance partagée. Et donc, on se dit, entre moi, mon expérience qui est assez unique au final dans l'industrie d'industriel et celle de Cédric d'être un des pionniers de cette industrie, ce duo-là, sûrement, pourrait avoir un avantage majeur pour faire de nous un des leaders de l'industrie de l'insecte, et on décide à ce moment-là de s'associer. Et donc ce que je cherchais ailleurs, en réalité, était à côté de moi. Souvent, c'est le cas, mais bon, il fallait aussi la maturation, parce que c'est pas si simple que ça de s'associer avec quelqu'un dont c'était la boîte historiquement. Et je dois reconnaître aussi à Cédric un ego déjà d'un homme sage, puisque les gens qui sont capables de se dire à un moment, je fais un pas de côté sur quelque chose que j'ai porté depuis 7 ans, de m'associer avec quelqu'un et de se mettre dans une logique 50-50, de lui donner la présidence parce que je considère qu'il est plus senior que moi et qu'il a plus d'expérience que moi, qu'il peut porter ce projet et l'amener plus loin que moi seul. Je trouve que c'est une grandeur d'âme et un ego admirable. Et il a pu faire ça, et pour l'instant, les faits nous donnent raison, puisqu'en 3-4 ans, l'aventure a décollé. Et on est bien content d'avoir que notre nouvelle thèse marche, qu'on a pu faire mettre autour de nous une superbe équipe, et de lever des fonds très significatifs, puisque la dernière levée de 100 millions d'euros pour sortir un site industriel de 16 000 m² qu'on va inaugurer bientôt. On va inaugurer bientôt le site, en tout cas le bâtiment, et le site, on va l'inaugurer courant 2023. Alors avant, peut-être, parce qu'on va revenir sur Agronutri, ce que vous faites, comment vous le faites, mais là je veux bien qu'on fasse la petite parenthèse entre le monde cool, l'entreprise libérée, la gouvernance partagée, parce que depuis là le temps que tu nous en parles, qu'on ne l'oublie pas, ça me semble vraiment important. Oui. Donc moi, quand je connaissais pas bien le monde des startups avant, j'étais dans un monde de l'industrie, dans des ETI, dans des mondes matures, et là je voyais bien la différence qu'il y avait entre des boîtes classiques et les boîtes de type gouvernance partagée. J'ai aussi dans mon parcours rencontré, quand le concept d'entreprise libérée est devenu à la mode, des tentatives d'entreprise libérée qui n'ont pas réussi pour les raisons dont on a parlé avant. Et là, j'arrive dans le monde de la start-up où beaucoup de gens sont persuadés d'être des entreprises libérées. Beaucoup d'entreprises. Beaucoup. Et là aussi, je vais clarifier quelque chose avant de faire la distinction, c'est que je ne suis pas dans le jugement. Moi, j'essaie juste de clarifier les choses et je pars de mes croyances à moi et ce en quoi je crois. Et je crois que si on veut atteindre des niveaux d'épanouissement individuel et collectif très, très, très élevés, il faut aller vers des organisations de type gouvernance partagée parce qu'on est à l'aboutissement du paradigme. Ce que parfois, pour ceux qui ont lu Reinventing Organisation, il y a une différence entre les entreprises vertes et les entreprises opales. Ben & Jerry est une entreprise verte, Bursog est une entreprise opale. Et je pense que c'est un peu cette même distinction, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de startups qui ont des open space, qui changent les codes du travail, où les patrons viennent en vélo électrique, ils sont habillés en apapigerie, donc il n'y a plus les costumes, il y a le tutoiement, et on se tape sur l'épaule, on est dans le même open space. Et c'est là où je repolitise les choses, c'est-à-dire qu'évidemment que c'est très bien. C'est mieux qu'être dans un système autocratique où on baisse les yeux quand le patron est là, on a peur de se faire... Même si dans ces boîtes cool, parfois, il y a des injonctions contradictoires énormes, c'est-à-dire la pression sur la performance, des entreprises qui sont basées sur result driven, qui est pour moi un vrai sujet. On peut pas être pour moi une entreprise result driven et une entreprise collaborative ou une entreprise à gouvernance partagée, ou en tout cas qui met l'humain au cœur de son organisation, parce que un des changements de paradigme, c'est le résultat est une résultante. Donc on s'occupe des conditions qui font que les gens s'épanouissent, que l'épanouissement normalement permet l'expression du potentiel humain, et l'expression du potentiel humain amène a priori à de l'inventivité qui va amener potentiellement à du résultat. Et donc le résultat devient une résultante et on le met à distance quelque part. Et donc il y a ça, il y a au final, on voit des chefs happiness officers un peu partout, qui est pour moi une nouvelle forme d'infantilisation.
c'est pas, pour moi, je parle beaucoup d'émancipation. Je parle pas beaucoup de bien-être, moi, parce que dans le bien-être, il y a cette confusion avec le yoga, entre le yoga et l'émancipation. Et c'est pour ça que moi, je parle ou d'émancipation ou d'épanouissement, parce que je pense qu'il faut qu'on crée les conditions pour que les êtres deviennent des êtres souverains. Et quand on devient souverain, on exprime pleinement sa liberté et son potentiel. Et donc atteindre une souveraineté personnelle. Ce qui n'a rien à voir avec j'ai mes chemises qui sont repassées sympas, j'ai des baby-foot, tout ça c'est très bien. J'ai des cours de yoga et de bien-être. Donc la première des différences, c'est que pour moi le bien-être n'est pas obligatoirement la source d'émancipation. C'est pas parce que j'ai des cours de yoga ou du shiatsu dans une entreprise et que l'ambiance est sympa et qu'on boit des verres souvent à l'extérieur et qu'il y a beaucoup de moments sympathiques qu'on a changé fondamentalement la manière de prendre des décisions dans cette boîte. Et on reviendra sur le dernier point que je garde pour la fin, qui est la gouvernance partagée. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce terme. Donc il y a déjà ça. Donc il y a cette partie-là autour de la différence entre bien-être et épanouissement. Ensuite, la Chief Happiness Officer aussi, pour moi, c'est une forme d'infantilisation. Il y a une distinction à avoir qui me paraît fondamentale. Je me rappelle d'un sociologue qui était venu visiter Poole au tout début, au bout d'un an ou deux. Il m'avait dit une phrase qui m'avait marqué. Vous savez, on rencontre parfois des phrases qui nous marquent. Il m'a dit, attention de transformer des pères fouettards en mères juives. Quand on creuse cette phrase-là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, et c'est là où il faut faire très attention au management bienveillant, et le mot bienveillance, parce qu'il peut porter en lui un piège. On peut, quand on passe d'un père fouettard à une mère juive, au final, quand on a une mère protectrice, au final, si on fait le bilan de son épanouissement, il n'est pas exceptionnel. C'est un super environnement, c'est très agréable, mais on ne sait pas repasser ses chemises, on ne sait pas refaire sa chambre, on ne sait pas cuisiner. Pourquoi? Parce que une mère juive, c'est une mère qui vous protège, qui vous crée les conditions pour que vous soyez bien, mais en même temps, elle fait tout à votre place. Donc, on vient vers un nouveau management protecteur qui est comment on crée les conditions pour que les gens soient bien. Donc, on va s'occuper de leurs bobos. C'est pas le sujet. C'est bien de s'occuper des bobos des gens, mais c'est pas le sujet fondamental. C'est pas de s'occuper des bobos des gens. C'est comment on en fait des acteurs. Comment on crée les conditions qu'ils soient réellement libres, réellement souverains, en capacité réellement de dire ce qu'ils pensent, d'agir, de co-décider et d'être acteurs de l'aventure. Et là, on vient à la gouvernance partagée. Et là, ça peut être long, mais je pense que c'est fondamental. La gouvernance partagée, pourquoi on utilise ce mot? Parce que nous, on pense que pour aller vers une entreprise collaborative, un des éléments fondamentaux, c'est pas le seul, c'est de co-décider. C'est de participer pleinement à l'aventure collective. Donc, dans la gouvernance partagée, il y a à la fois des éléments de décision, mais il y a aussi un certain nombre de principes. Je vais vous en donner quelques-uns, je ne pourrai pas vous donner tous. Il y a le principe de subsidiarité, par exemple. Mais un vrai principe de subsidiarité, et ça on peut le retrouver dans des entreprises cool. Un vrai principe de subsidiarité, par exemple, c'est un principe selon lequel la personne qui est confrontée à un défi, à un sujet, c'est elle qui décide par elle-même quel est le bon cercle pour le résoudre. Elle peut le résoudre seule, elle peut organiser autour d'elle une réunion de quelques personnes qui sont à proximité, et il le règle, ou elle élargit le cercle, ou elle va piocher des personnes qui lui paraissent fondamentales pour prendre cette décision, parce qu'elles les impactent ou parce qu'elles considèrent qu'elles ont les compétences ou l'expérience qui aident à la prise de décision. Donc au final, tout est ascendant. Si on peut parler d'ascendance, parce que même en utilisant le mot ascendance, on pourrait penser qu'on est dans une pyramide alors que nous on est dans un réseau. Mais en tout cas, tout va de la périphérie vers le centre, on va dire ça comme ça. Donc ça c'est fondamental. Mais ça on peut le trouver dans un entreprise cool. Deuxième principe fondamental, le volontariat. Je dirais avant la transparence. C'est-à-dire qu'il faut avoir une transparence totale de l'information pour qu'elle soit plus un élément de pouvoir et pour donner à chaque acteur la capacité d'être acteur, ou plutôt à chaque collègue la capacité d'être acteur. Et vient le troisième principe qui est fondamental, c'est le volontariat. C'est qu'à partir du moment qu'il y a de subsidiarité et qu'il y a de la transparence, nous on a la transparence des salaires, ça va jusqu'à la transparence des résultats, du cash disponible, de tout, des marges de l'entreprise, en tout cas aujourd'hui elles n'existent pas puisqu'on ne produit pas, mais en tout cas dans nos marges théoriques, il y a de l'éducation à la culture économique, tout est fait pour rendre les gens en capacité d'agir. Et être libre, c'est être en capacité d'agir. Et vient le troisième élément qui est le volontariat, qui est fondamental. Le volontariat, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment que vous êtes dans un système où vous avez coécrit la raison d'être, la vision, l'ambition, que l'ambition, vous l'avez traduite en objectif commun. Tout ça, évidemment, est fait dans des forums collectifs où on part d'une feuille blanche. Donc, on ne vient pas proposer quelque chose et ensuite on fait de la communication interne pour que les gens adhèrent à la vision des leaders. C'est déjà une autre vision du monde, c'est pas le même paradigme. C'est pas de la co-création, c'est un monde dans lequel il y a quand même des gens qu'on considère être les seuls capables d'avoir une vision et qui font adhérer des gens. Déjà, c'est une grande différence. Et c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de startups. Donc, il y a plein de différences que j'essaie de distiller au fur et à mesure.
Et à partir du moment que ce cadre commun co-créé existe et que vous avez de la transparence, vous avez donné beaucoup de capacité à chacun de se mouvoir dans le système pour décider où il est le plus utile à la collectivité pour servir la vision, la raison d'être, etc. Il faut savoir qu'au plus de ça, nous, on a une organisation en réseau, donc il n'y a pas de service chez nous, il n'y a que des gens qui sont disponibles pour des finalités stratégiques qu'on a définies, donc tout est en mode projet. Et donc le volontariat, il est fondamental parce que chacun décide par lui-même dans quel groupe de travail il va travailler. Et une des erreurs qu'on trouve dans beaucoup de boîtes, c'est que, et dans beaucoup de startups aussi qui se veulent cool, c'est qu'il y a un certain nombre de pouvoirs qui sont toujours détenus par un centre, voire par un sommet. Parmi ceux-là, c'est par exemple, quand il n'y a pas le volontariat, par exemple, quand on monte une équipe sur un sujet stratégique, c'est encore les fondateurs qui vont décider qui sont les personnes habilitées à. Alors même si ça se fait de manière cool, on crée quand même un premier esprit courtisan dans le sens où c'est quand même les patrons qui voient quelles sont les personnes qui sont les plus cool pour être dans ce sujet-là. Donc, on crée des comportements où les gens doivent quand même plaire à un certain nombre de personnes qui choisissent comment on constitue les équipes et les groupes de projet. Tant que vous choisissez qui est dans les groupes de projet, vous n'êtes pas allé au bout de la logique collaborative, puisque les gens ne sont pas vraiment libres d'être là où ils veulent. Certaines choisissent tes priorités, choisissent où tu dois être. Ne pas objectiver les gens. Il y a des gens et des startups qui sont cool, mais des managers donnent des objectifs. À partir du moment qu'on donne des objectifs à des gens, c'est pas leur objectif, donc il y a quelque chose d'extérieur qui vient les objectiver. Pour moi, ça ne fonctionne pas pour l'épanouissement et l'émancipation individuelle. Par contre, que les équipes qui se constituent de manière volontaire et l'exigence, que le corps social ait l'exigence qu'elles aient un objectif et qu'elles le diffusent au reste de la collectivité, c'est fondamental. Mais c'est pas le même processus. C'est l'équipe de volontaires qui s'est constituée, qui dit à voix haute ce qu'elle va faire au corps social, qui est le régulateur ultime, et qui s'auto-objective. Et sérieusement, s'il dit que la barre est pas assez haute, rien n'empêche le corps social de lui dire, les gars, vous êtes sûrs que ça va contribuer à la vision? On va monter l'Himalaya et vous êtes en train de nous dire que vous allez monter une colline. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible. Et tout le monde est garant dans ce système-là de ça. Donc ça, c'est des éléments fondamentaux. Et ensuite, on a clairement intellectualisé, en tout cas théorisé, un certain nombre de pouvoirs qui sont centralisés, qui n'arrivent pas à fonctionner avec le principe de subsidiarité ou de volontariat, qui doivent être traités autrement. Et souvent, dans beaucoup d'entreprises, comme ils ne sont pas théorisés, ils sont traités par les mêmes. C'est le pouvoir de promouvoir, le pouvoir d'augmenter les salaires, le pouvoir de recruter, le pouvoir de virer les gens, le pouvoir de choisir des priorités stratégiques et les priorités budgétaires. Ces 6 pouvoirs-là, nous, on est persuadés que tant qu'on ne fait pas une gouvernance des organisations par cercle, où ce pouvoir est réellement partagé, vous avez un biais phénoménal dans la capacité collaborative. Imaginons une organisation hyper cool, dans laquelle ces 6 pouvoirs sont toujours détenus par un fondateur. Est-ce que vous pensez réellement que les gens ne vont pas avoir des comportements biaisés si leur promotion, leur salaire, le fait de plaire ou pas plaire au fondateur est vital pour leur parcours de vie et leur parcours de carrière? Moi, je peux vous dire que c'est évident qu'ils vont avoir un comportement biaisé avec le fondateur ou avec le COMEX ou avec le CODIR qui a entre ses mains ces pouvoirs-là, puisque ces pouvoirs-là, ils sont trop importants pour créer une vraie relation horizontale. Si quelqu'un a la capacité de me virer s'il n'est pas content de moi, je ne vois pas comment je peux avoir une vraie relation horizontale avec lui. Donc nous, ce qu'on a fait, et c'est là où on va plus loin que beaucoup d'entreprises, il me semble, c'est que ces pouvoirs-là, on les a définis clairement, et on a créé des modalités de fonctionnement pour chacune. Les recrutements, comme à chaque fois, c'est un moment, il y a une équipe de volontaires qui se constitue pour chaque recrutement. Il y a un binôme RH et un expert métier qui va s'occuper de l'organisation, de la coordination du recrutement. Ensuite, il y a une équipe de volontaires qui se constitue de 6 à 12 personnes. Les coordinateurs s'assurent qu'il y a de la diversité. Et ensuite, toutes ces personnes contribuent au recrutement. Donc, vous pouvez vous retrouver dans un système où vous avez des gens des métiers très, très, très différents qui viennent recruter. Et tout le monde a un droit de veto. C'est-à-dire que on utilise les modes de fonctionnement de la sociocratie où en finale il y a une délibération collective, il y a plusieurs tours, à un moment tout le monde a l'intelligence émotionnelle, l'intelligence collective, tout le monde s'influence sur ce qu'il a perçu du candidat ou de la candidate évidemment, et à la fin il y a toujours un niveau de conviction qui peut être 100% pour une personne, ça c'est facile, mais quand il y a une majorité forte qui se dégage avec une minorité qui n'est pas aussi convaincue ou qui n'a pas la même candidature en priorité,
Mais on fait un dernier tour en disant aux personnes qui sont minoritaires, est-ce que vous mettez votre droit de veto? Et ça, c'est fondamental aussi dans ce type d'organisation parce qu'il y a un enjeu majeur, c'est la solidarité. Et à partir du moment qu'on n'utilise pas son droit de veto, ça veut dire, qu'est-ce que je dis au corps social, au reste de l'équipe? Je n'ai pas le même niveau de conviction que vous, mais comme je vois qu'une majorité de gens a ce niveau de conviction, je fais confiance à votre intelligence collective. Et donc, je ne m'oppose pas à cette décision, donc j'en deviens solidaire. Je ne peux pas dire quelques mois après, je vous avais dit que cette personne n'était pas au rendez-vous. Non. Si tu as été convaincu tripalement, et c'est déjà arrivé chez nous, et on a accompagné, tu mets ton droit de veto. Donc ça, c'est le principe. Ensuite, tous les autres cercles. Recrutement, investissement prioritaire, droit de virer. On a créé des cercles, on réunit l'équipe, on dit c'est quoi les missions de ce cercle, quelles sont les qualités humaines pour être membre de ce cercle, et ensuite on fait une élection sans candidat, du nombre de candidats qu'on a décidé pour chaque cercle. Et donc, des personnes sont élues pour un mandat de 2 ans et elles vont porter cette responsabilité. Ce qui veut dire que dans les faits, la politique de recrutement chez nous, elle est portée par 6 personnes élues par leur pairs. Alors, pour être totalement transparent, la RH et moi, on est encore membres de ce sujet-là, qui est un des sujets les plus délicats dans la transformation, c'est pas les recrutements, pardon, les rémunérations, parce qu'il est déjà très technique et il est très sensible. Donc, on est encore membre de ce cercle-là, donc autoproclamé. Mais ça n'a pas vocation à perdurer. À un moment, quand on sentira que la maturité collective du groupe est là, les 6 membres seront tous élus sans candidat. On a un cercle investissement et on a aussi créé un cercle des sages qui est l'équivalent d'un conseil de discipline, qui est 2 personnes, parce que ça demande par contre, ce sont des moments délicats, où on a 2 personnes qui ont été élues par leur père, donc élection sans candidat, toujours avec des logiques de parité, qui sont les seules personnes qui peuvent se saisir d'agissements qui sont hors des valeurs, parce que d'autres personnes leur ont dit, ou eux-mêmes ont vu des actions hors valeurs, ou des conflits larvés qui finissent par rendre le travail difficile des équipes, et qui peuvent prendre en dernier ressort la décision de se séparer de quelqu'un. Donc ça veut dire que moi, si on prend moi, un des fondateurs, je n'ai pas le pouvoir de recruter, pas plus qu'un autre. Je peux participer à une équipe de recrutement et j'aurai une voix parmi d'autres. Je n'ai pas le pouvoir de rémunération, même si je suis membre de ce cercle-là. Je ne suis pas dans le cercle de pouvoir virer. Et donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est que je n'ai plus de pouvoir concentré et je suis un membre parmi les autres qui va agir à certains endroits. Ce qui veut dire que dans les faits, théoriquement, quelqu'un par exemple, que moi je n'apprécie pas particulièrement parce qu'on ne peut pas être ami avec tout le monde, ça n'a aucune incidence sur son parcours dans l'entreprise si le corps social est très content de cette personne. Donc voilà, c'est juste pour finir, pardon, je finis. J'ai fait une digression, mais c'était important de mettre en place que c'est la gouvernance partagée chez nous. Et donc on voit bien que entre une entreprise cool et la gouvernance partagée, il y a des différences fondamentales. Encore une fois, je préfère être dans une entreprise cool que dans une vieille entreprise autocratique où il y a un patron qui est sanguinaire, qui gueule, voilà, on est d'accord. Pour autant, la distinction paraît fondamentale. Pour moi, elles sont au milieu du gué, les entreprises cool. C'est-à-dire qu'elles ont créé une atmosphère de travail qui est plus sympa, sûrement plus respectueuse, avec plus de bienveillance, et c'est déjà bien, il y a plein de gens qui sont contents de ça. Mais c'est pas un changement total de paradigme. Si on veut aller à un changement total de paradigme, il faut réinventer la gouvernance et les organisations. Et du coup, là, tu parles pardon, parce que tu avais une question, Romain, mais de gouvernance partagée plutôt que d'entreprise libérée, pour vraiment mettre l'accent sur la partie gouvernance, parce que tu pourrais très bien avoir tout ce que tu viens de décrire dans une entreprise libérée qui fonctionnerait comme ça. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'utilise moins l'entreprise libérée, mais j'utilise aussi, je l'assume pleinement, évidemment. C'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un concept qui, à un moment, a eu de l'écho dans le monde de l'entreprise parce qu'il apportait une réponse qui n'a pas été suivie, mais qui en sous-jacent, les questions, elles étaient là, et toutes les entreprises aujourd'hui ont des questions, ne serait-ce pour comment j'intègre les nouvelles générations, etc., comment je crée de la fidélité alors qu'il y en a moins, etc., comment je rends mon monde du travail plus attractif, parce que sur certaines personnes qualifiées ou certains métiers qualifiés, il y a un vrai enjeu d'attractivité. On parle beaucoup de marque employeur aujourd'hui, mais c'est aussi un concept dont je me méfie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand ce concept est arrivé, comme il a eu beaucoup de succès, et c'est un des drames quelque part du système dans lequel on est, mais qui fait aussi sa force, c'est que notre système est capable de digérer tous les concepts, mais pendant la digestion, de les dévoyer. Et donc le concept d'entreprise libérée, pour moi, il a été dévoyé.
Il y a plein d'entreprises qui se disent entreprises libérées et qui ne le sont pas, même si je n'ai pas à auditer les entreprises et dire elles le sont pas, mais ça se voit qu'elles ne le sont pas. Et ensuite, il y avait le côté libéré, c'est-à-dire qu'il y avait un état stationnaire dans lequel on y arrivait. Ça me dérangeait parce que pour moi, c'est un chemin long de transformation. Et donc, pour moi, petit à petit, ce mot a été galvaudé. Et donc, je m'y retrouvais moins, en plus avec parfois des gens qui disent « Bah oui, j'ai des entreprises libérées, mais ça n'a pas marché, etc. » Et au final, ça, c'était un des premiers éléments. Et le deuxième, au final, qui me paraissait fondamental, c'est que pour moi, le maillon ultime de la transformation, il est politique. Il est de l'ordre de la décision. Si je fais un parallèle avec... Moi, je suis un être éminemment politique et je trouve que je milite, c'est un grand mot, mais j'aimerais que la politique reprenne toute sa place qu'elle devrait avoir, qu'elle a toujours eu en France. On fait une confusion en France entre la représentation politique, le monde de représentation politique qui est sûrement obsolescent, et on retrouve les mêmes sujets de gouvernance, parce que la démocratie représentative, peut-être qu'elle s'essouffle, un système de la Ve République peut-être s'essouffle aussi parce qu'il manque de représentativité, de diversité, sûrement qu'il rend moins les acteurs, les votants acteurs, et donc il y a sûrement à réinventer des choses dans la gouvernance collective de nos pays, évidemment en défendant les principes démocratiques, et si on le fait pas, peut-être qu'on aura des lendemains douloureux. Mais pourquoi je fais le parallèle ? Quand émerge au XVIIIe siècle un nouveau paradigme, et je suis bien placé pour le voir, parce que là, on va reparler de mes plusieurs lunettes culturelles, c'est quand on vient d'un pays comme le Maroc, et quand on a plusieurs cultures, on le voit, c'est visuel, c'est physique, le changement de paradigme. C'est-à-dire que la société arabo-musulmane n'est pas construite sur le nouveau paradigme du XVIIIe siècle, que sont les humains naissent libres et égaux en droit. Nous, moi un peu moins que vous baignez dans ça depuis que vous êtes nés, depuis plusieurs générations, donc ça devient quelque chose de l'ordre de l'acquis. Mais c'est un changement de paradigme fondamental qui bouleverse la société et qui nous oblige à réinventer, qui a obligé les sociétés démocratiques à réinventer leur gouvernance. Et au final, on n'imaginait pas, par exemple en France, former tous les aristocrates à la CNV et les rendre bienveillants vis-à-vis du peuple et garder le système comme avant. Or, pour moi, ce qui est en train de se passer, souvent, c'est ça. C'est pour ça que la gouvernance est fondamentale. On est en train de changer de paradigme. On est en train de prendre conscience que dans le monde de l'entreprise, on doit aller vers des organisations plus horizontales. On a ces intuitions plus respectueuses. On a de la complexité. Et donc, tout ça, en réalité, c'est dire que dans le monde de l'entreprise, pour moi, ça, c'est une énigme que je n'arrive pas à résoudre. Pourquoi les principes démocratiques, nous les défendons bec et ongle à l'échelle nationale en disant que ce sont des principes qui permettent d'avoir des pays plus efficients. Je ne dis pas que c'est parfait, mais relativement à d'autres formes d'organisation, elles nous ont paru plus efficientes. Il y a quand même eu pendant 2 siècles des réalisations incroyables dans les démocraties. Et on a réussi à nous instiller une idée qu'à l'intérieur d'organisations entrepreneuriales d'entreprises, c'est l'anarchie. Pour moi, c'est une énigme. Comment on peut avoir ce genre de contradiction dans nos croyances entre ce qui marche dans un pays ne marcherait pas dans une organisation commune et collective que serait le monde des entreprises. Et moi, j'ai mon idée, c'est que parce que pendant longtemps, les détenteurs du capital ne voulaient pas considérer cette idée qu'il y avait une création de valeur collective, et donc aller vers ce type de gouvernance, c'est prendre acte aussi que la part de l'intelligence, du travail, alors pour pas rentrer dans des logiques capital-travail, pour pas passer pour un marxiste que je ne suis pas, il y a eu sûrement une rétention, une résistance très très forte à cette idée que il fallait appliquer les principes démocratiques aussi au sein de la manière de gérer une entreprise. Et donc voilà, c'est tout ça pour dire quoi ? C'est que pour moi, quand on dit tout ça, on est face à un changement de paradigme, on veut faire une transformation sociétale. Pour moi, c'est le cœur de la transformation que nous vivons. Elle n'est pas qu'environnementale ou sociale, elle est sociétale. Et si elle est sociétale, c'est une transformation de la société au sens large. Et pour moi, la gouvernance, la manière dont on décide ensemble, elle est fondamentale. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce terme, parce qu'il nous amène au cœur du sujet. Et là, d'un coup, on peut distinguer les entreprises qui font vraiment de la gouvernance partagée de celles qui ne la font pas. Parce que la gouvernance partagée, vous ne pouvez pas faire du greenwashing sur la gouvernance partagée. En tout cas, difficilement. Parce que partager le pouvoir, c'est partager le pouvoir. Vous avez été accompagné pour la mise en place de tous ces cercles. On parle d'Agronutrice ou pas ? Oui, chez Agronutrice. Ouais. Alors, chez Agronutrice, oui. Oui, même si c'est vrai que je viens avec beaucoup d'années d'expérience et je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est un vrai atout pour nous tous. Et j'espère que je parais pas prétentieux en le disant. Mais c'est vrai que quand on a expérimenté, qu'on s'est trompé plusieurs fois, qu'on a cette conviction chevillée au corps, qu'on a travaillé personnellement à sa propre transformation, on a quand même quelques ingrédients qui aident.
Mais oui, on se fait aider parce qu'on a toujours besoin de regard extérieur. Ce qui est difficile, c'est de trouver des accompagnants qui ont un niveau de maturité qui peut nous correspondre. Donc on se fait aider. Donc il y a 2 personnes que j'aime beaucoup qui nous aident. Il y a même 3 personnes. Il y a Jean-Marc Nozeran, donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui nous aide beaucoup sur la vision, la raison d'être, et sur la culture d'entreprise, qui est quelqu'un de retraité, qui par son expérience, une sagesse que j'admire. Il y a aussi Solène Thomas, avec qui on travaille beaucoup, que j'aime beaucoup. Que vous pouvez écouter et entendre sur le podcast. Que j'aime beaucoup, j'aime son regard iconoclaste. Alors, elle nous aide beaucoup sur les recrutements, évidemment, et Dieu sait que les recrutements, c'est très compliqué, et elle a l'avantage d'être une super ambassadrice de l'entreprise, à la fois parce qu'elle arrive à véhiculer, parce qu'elle comprend profondément ce que nous sommes aux candidats, et elle sait aussi reconnaître les candidats qui sont compatibles avec notre culture, même si je tiens à dire que je considère que, évidemment, ce sont des cultures ouvertes et que je crois qu'elles correspondent à beaucoup de personnes, et qu'il ne faut pas tomber dans l'autre extrême qui consiste à ne recruter que des gens qui seraient parce qu'on perdrait la diversité. Donc voilà 2 personnes par exemple qui nous accompagnent beaucoup. Et après il y a Christophe Vernet aussi, quelqu'un qui nous aide pas mal sur les aspects opérationnels et sur l'amélioration continue. Oui, mais de toute façon on a besoin toujours de regard extérieur. On a travaillé beaucoup sur la processcom. Tous les salariés chez nous sont formés à la processcom. Je sais pas si vous connaissez, et ça nous a beaucoup aidé. Et ce que j'aime beaucoup sur la processcom par rapport à d'autres systèmes, c'est que c'est une vision dynamique. Parce que je trouve que d'autres systèmes d'évaluation des personnalités portent en eux un côté pervers, entre guillemets, c'est-à-dire que ça peut être aussi enfermer les gens dans des cases. Alors la processcom vous met toujours dans une dynamique de progrès parce que vous avez votre base et vous avez vos phases. Mmh. Et donc vous pouvez être persévérant au début, mais être dans une phase empathique, etc. Et ça c'est super important. Parce que ça vous accompagne dans vos chemins personnels, vous avez envie de grandir sur un certain nombre d'aspects, l'empathie, etc. Et donc vous êtes sur un chemin. Les autres systèmes que j'ai vus, par exemple, j'ai oublié les noms, mais qui sont avec des couleurs, j'ai vu l'effet pervers où des gens ont dit « Ah, mais lui, il est vert, c'est normal qu'il réagisse comme ça ». Alors c'est bien au début de comprendre la sensibilité des uns et des autres, pour comprendre pourquoi, face à une même situation, on ne réagit pas de la même manière. Mais attention à ne pas enfermer définitivement les gens, parce qu'on est tous sur un chemin de progrès, par ces systèmes-là. Oui, pardon, il te manque toute la dynamique de développement. En fait, un outil qui prend pas ça en compte se donne une image figée à un moment T et beaucoup moins intéressant. Et justement, là, donc on arrive à Agronutrice. Mm-hmm. Quel leader tu es aujourd'hui. Tu nous as bien expliqué toute ta transformation et où est-ce que tu en es aujourd'hui et quels sont peut-être encore les challenges que toi tu as envie de relever. Alors, il y a un sujet dont je n'ai pas parlé dans mon parcours personnel. Et là aussi, c'est une rencontre. C'est, pour pas la nommer, c'est Solène. Je me rappelle qu'une fois, elle m'avait marqué. J'étais allé la voir il y a 5 ans. Et je partage avec elle une volonté de continuer à me développer personnellement. Et elle m'a dit un truc qui m'avait marqué. Elle m'a dit, tu es très analytique. Tu es très cérébral. Et donc, tu es en train de changer, non pas de dimension, mais d'ordre de mesure. C'est-à-dire que tu es de plus en plus fin dans ton auto-coaching ou dans tes coachings, mais en réalité, tu es toujours sur les mêmes dimensions à être de plus en plus fin. Donc, tu passes du mètre au centimètre au millimètre. Et il me semble qu'à un moment, il faut que tu acceptes d'ouvrir une partie en toi qui est la partie émotionnelle encore plus, même si tu l'as déjà un peu entrouverte. Et il me semble que la méditation serait un élément important dans ton parcours personnel. Et je crois que j'attendais ça parce que c'était déjà une question qui était là, qui était présente. Et ça m'a marqué. Je suis parti de ça, je me suis dit, ouais, il faut que je démarre la méditation. C'est parce que elle a raison. Je suis en train de ressentir que je stagne parce que c'est comme une asymptote, parce que je progresse sur un certain nombre de sujets, mais toujours sur les mêmes. Même si je continue à avoir besoin de progresser, mais à un moment, il faut ouvrir un autre champ. Et je me mets à la méditation, et c'est intéressant parce que j'appelle un ami à moi, Laurent Ledoux, et je lui dis, toi tu médites beaucoup, c'est quoi ton conseil ? Il me dit, si tu veux te mettre à la méditation, moi ce que je te conseille, c'est d'aller dans des endroits incarnés. Parce que je lui dis, j'ai peur de passer par des formations, tout le monde fait aujourd'hui de la méditation. J'ai une intuition qui a une manière plus spirituelle, plus profonde de le faire,
que ce que font beaucoup de gens, mais on peut trouver le même phénomène dans le yoga. Il y a plusieurs manières de faire le yoga, on peut le faire. Et même dans la transformation, on peut faire le yoga et ne rien comprendre au sens du yoga parce que c'est une injonction de modernité. Il y a plein de gens qui font du yoga parce que c'est cool, c'est moderne. Et il y a d'autres gens qui le font parce que c'est aussi une spiritualité. Et donc moi, je me suis dit à le faire, je veux que ce soit une spiritualité. Et il me dit, moi si j'ai un conseil, regarde s'il y a des temples à Toulouse et commence à aller dans des temples faire de la méditation parce que dans le bouddhisme, ça fait des millénaires qu'ils font de la méditation. C'est des endroits qui sont incarnés, qui sont pas traversés par l'appât du gain, de la mode de la méditation. Des gens qui sont formés maintenant à la va-vite pour devenir des coachs en méditation. Et en plus, ce sont des espaces qui sont très accueillants, même si tu es athée. Et je parle à une autre personne qui me dit exactement la même chose. C'est toujours assez rigolo. Et donc, à partir de là, je commence à méditer de manière quotidienne. 20 minutes par jour, et je fais 3 heures tous les samedis dans un temple. Et ça fait 5 ans maintenant, et ça a eu un effet très très important sur l'apaisement de mon énergie. J'ai toujours envie de faire plein de choses, mais je suis beaucoup plus serein et calme. Donc j'étais déjà quelqu'un de calme et très très apaisé. Je trouve que la méditation, moi, ça a été un élément majeur de transformation pour moi, mais c'est vrai que je l'ai fait dans un cadre très assidu, et avec ces fameuses 3 heures par week-end, en tout cas par semaine dans un temple. Alors je dis pas que je le fais tous les week-ends, je le faisais vraiment 80% de mes week-ends. Là je le fais moins depuis le Covid parce que c'est compliqué d'aller dans des endroits. Donc je fais des longues méditations, mais voilà, je vais dans un autre temple à Toulouse où il y a moins de monde. Et ça c'est un élément important parce que ça m'a permis d'atteindre une forme de sérénité, d'être plus dans le calme, d'être plus dans l'observation de moi-même, et ça fait un travail énorme d'accepter mon émotivité, mon émotion. Aujourd'hui, dans des séminaires, c'est rigolo, mais pas le dernier, mais l'avant-dernier, à la fin du séminaire, parce que je trouvais que c'était exceptionnel de vérité, d'authenticité. On a fait un tour de retour et de feedback, et je me suis mis à pleurer, mais vraiment. Et j'ai aucun problème à pleurer avec les collègues, parce que je considère pas que dans les déconstructions que c'est un aveu de faiblesse ou de fragilité d'un leader. Sérieusement, c'est au contraire, je crois qu'aujourd'hui partager ses sensibilités, sa fragilité, c'est une forme de puissance. Ne pas effacer son émotivité ou son émotion, c'est l'inverse. C'est au final une forme de fragilité et de faiblesse. De ne pas mettre aussi au milieu des autres ce qu'on est intrinsèquement et ce qui nous touche. Et pourquoi ça m'a touché? Parce que j'avais le sentiment d'être là où il fallait être à ce moment-là, parce que je voyais les gens grandir, parce que je me rends compte que mon énergie à moi, ce qui me ravit le plus, c'est de faire émerger une sorte de société humaine dans laquelle il y a de l'intelligence, il y a de l'égalité, il y a de l'authenticité, il y a de l'émotion, et de montrer au monde qu'il est possible d'atteindre des aventures extraordinaires en empruntant un autre chemin que celui de la compétition exacerbée, de l'individualisme, et que je vis avec cette idée, moi je pense qui me tient à cœur depuis très 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 longtemps. C'est qu'il y a des forces qu'on nous dit contradictoires, qui sont en tension, et donc elles doivent à un moment se mettre en tension pour prendre la plus grande part du gâteau, alors que je pense qu'il y a plein de forces, si elles trouvent des chemins de convergence de moyen long terme, sont au contraire des forces de complémentarité, comme le capital et le travail, ou d'autres qu'on veut nous mettre en tension. Donc voilà, donc la méditation est un élément majeur. Je dirais que ici, je deviens un leader avec un énorme lâcher-prise. C'est-à-dire que je suis pas présent sur énormément de sujets. Il y a plein de choses qui se passent dans cette boîte que je ne maîtrise pas du tout. Et ça me va très 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 bien. Même ça me coûte pas du tout. Après, je choisis aussi mes combats. Et là où je suis, j'essaye d'être présent et d'amener ma compétence et ma valeur ajoutée. Et après, il y a toujours la même question qui m'est posée, que je me pose, c'est du fait de ce que je suis et de ce que je représente, est-ce que je peux être pleinement libre? Ça, c'est une question qui est très importante pour moi, et paradoxalement, beaucoup de gens sont encore dans la question, est-ce que je peux lâcher prise? Moi, ma question, elle n'est pas là. Ma question nouvelle, c'est dans le système qu'on est en train de créer, maintenant qu'on a un cadre formel de liberté effective, il reste à créer un cadre culturel de liberté effective. Or, c'est un autre travail qui monte, hein. Moi je le vois, hein. Les gens sont de plus en plus libres, les gens sont capables d'être en contradiction complète avec mes idées, et il n'y a aucun sujet, il n'y a pas d'enjeu. D'un point de vue politique, il n'y a pas d'enjeu, parce que de toute façon, je n'ai aucun pouvoir autre que le pouvoir d'influence, le pouvoir qu'on peut me donner. Et depuis qu'on a formalisé tout ça et qu'on l'a mis en place, déjà je me sens, et c'est super confortable, je me sens beaucoup plus libre,
parce que je peux me mouvoir dans l'aventure aussi librement que les autres, sans me dire ils me suivent pour des mauvaises raisons, même si cette petite musique existe encore, parce que j'ai conscience qu'à des moments, pour certaines personnes, ils n'ont pas encore complètement déconstruit qui parle. Et donc ça fait partie des choses sur lesquelles je travaille. Mais on a la fois dernière, on a théorisé un sujet qui me tient à cœur. C'est ce qu'on appelle chez nous le leadership consenti. Parce que parfois dans les entreprises libérées, la gouvernance partagée, il y a cette confusion sur la définition du leadership, où est-ce qu'il y a du leadership. Et parfois, c'est vrai que certaines organisations ne marchent pas parce qu'il n'y a pas de leadership. Et moi, nous, on ne croit pas qu'il n'y a pas besoin de leadership. On croit qu'il y a dans ces organisations un besoin de leadership. Sauf que le leadership, déjà, il s'exerce de manière variable selon les situations. Ce n'est pas les mêmes personnes, lorsqu'il y a des délibérations collectives, qui vont influencer la délibération collective en fonction de la thématique abordée. Donc il y a une sorte de leadership de fait. Mais pour qu'il soit réel et plein et entier et avec des êtres souverains, il faut qu'il soit consenti. Nous, on croit beaucoup à cette idée de créer les conditions du leadership consenti. Et comment on crée le consentement libre? Mais on revient toujours à la même chose. Il faut un cadre formel de liberté et d'égalité. Il passe par tout ce qu'on a dit, la gouvernance partagée, la codécision, la subsidiarité, le volontariat, etc. Et au final, plus personne détient un pouvoir de manière concentrée, un pouvoir qui a un pouvoir sur l'autre. Donc on en a parlé, on les a listés tout à l'heure, les 6 pouvoirs. À partir du moment que ceux-là sont distribués et sont le fruit d'élections sans candidat, personne ne peut avoir une influence sur le parcours de l'autre. Et ça horizontalise énormément. Et donc ça rend tout le monde libre. Donc ça c'est le cadre formel. Et le cadre informel, c'est tout le travail qui se fait dans un quotidien de liberté effective, qui fait que petit à petit les gens se sentent plus libres, mais aussi par toutes les formations. On parlait de la process-com, on parlait de la communication non violente, tout le monde ici passe par des formations de la communication non violente. On a tous les jeudis un feedback tournant en random, c'est-à-dire on a tous un binôme qui se rencontre tous les jeudis, on marche autour de l'entreprise pour se faire un feedback. On a, du fait de notre organisation en mode projet, tout le monde qui se retrouve dans des positions différentes. Par exemple, moi, je peux me trouver le leader d'une finalité stratégique, donc je coordonne la finalité stratégique. Donc je me retrouve avec des personnes avec qui je vais challenger sur l'état d'avancement de leur projet. Mais je vais me retrouver moi-même membre d'un projet où la même personne que j'ai challengée, elle va me challenger sur un autre projet. Quel est mon état d'avancement par rapport à la finalité stratégique qu'elle coordonne? Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a aussi dans la pratique, on se retrouve dans des positions différentes en fonction des projets, et donc on est le leader d'un projet, mais on est le leader d'un autre par la personne qu'on a l'idée par ailleurs. Donc c'est très 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 bien donc ça aide à ce que de petit à petit la liberté devienne effective. Et après il y a tout le travail de formation de l'intelligence émotionnelle qui permet petit à petit aux gens d'être pleinement souverains. Et donc ce concept de leadership consenti, pour moi, il est fondamental parce qu'il permet aussi d'éviter un des écueils des entreprises collaboratives qui deviennent des entreprises un peu médiocres parfois, parce qu'on n'arrive pas à mettre l'exigence à un niveau élevé. Donc il y a peu de leadership, donc il y a une sorte de dilution du pouvoir et de la responsabilité. Et il y a un manque de puissance de système de régulation par le corps social qui est fondamental dans ces systèmes-là. C'est-à-dire que ces systèmes ne fonctionnent que parce qu'on a écrit ensemble un cadre, une ambition, et tout le monde est garant de cette ambition-là. Donc voilà. Donc pourquoi je parle de ça, c'est que ce leadership, il est très influencé par ce cadre. Ceci étant dit, oui, moi, dans ce cadre-là, je me sens, à la fois, j'ai progressé sur ma capacité d'écoute, je pense. Ça me revient dans mes feedbacks, donc je pense que c'est vrai. Je suis capable de me concentrer principalement sur les sujets sur lesquels je pense avoir une valeur ajoutée. Et donc, ça veut dire que je suis pas parfois sur des sujets qui ont des gros impacts économiques et financiers. Pour autant, je considère que j'ai pas de valeur ajoutée. Prenons un exemple tout bête. Actuellement, on est en train de monter une usine. En disant ça, je vais faire peur à mes actionnaires, mais c'est pas grave, parce que les choses sortent en heure et à peu près dans le budget. On a tout le bâtiment qui va sortir avant de mettre les équipements. Moi, je considère que le cœur de ma valeur ajoutée dans ce projet de nouvelle usine, c'est le recrutement, c'est de participer au recrutement, je suis pas seul à recruter, et de préparer la montée en puissance de l'organisation dans cette usine. Suivre le chantier, on va couler des dalles de béton, on va mettre du métal, des toits, etc. Sérieusement, je n'ai aucune valeur ajoutée. Je n'ai pas de technicité qui permet de la valeur ajoutée. Donc évidemment, on me met dans le steering committee parce qu'on a des fournisseurs externes qui fonctionnent comme ça, et j'y viens. Et sérieusement, j'ai très peu de valeur ajoutée à ces steering committee, mais j'y viens. Mais je participe très 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 peu à des réunions internes sur tous ces sujets-là, alors qu'on est en train de dépenser des dizaines de millions d'euros sur le sujet, que c'est le sujet presque central en termes de dépenses. C'est la sortie de l'usine. Mais moi, je préfère consacrer mon temps
au futur développement économique de l'entreprise, aux enjeux stratégiques de moyen long terme, où on va déployer nos prochaines usines, quel secteur d'activité on va adresser, et surtout, le cœur, c'est quelle culture d'entreprise, qui on recrute pour la future usine, comment on instille notre culture alors qu'on va passer de 30 personnes à 120 personnes en un an. Et donc, je consacre du temps à ça. Et je suis très à l'aise avec ça. Mais ça veut dire que je ne consacre pas du temps au sujet qui consomme 80% de nos dépenses, par exemple. Et ça me va très très bien parce que j'ai rien à faire là-bas. Ta juste place et ta juste contribution. J'essaye, en tout cas. Et ça, c'est une question intéressante. Qu'est-ce que toi, tu mets en place pour conserver cette culture, ou en tout cas pour commencer à préserver ça dans ce triplement plus que ça. Vous faites x4, c'est ça en termes de nombre de personnes. Et avec une population quasiment que d'ouvriers. Ouais. Dans un site qui va être pas le siège, mais un site en plus physiquement ailleurs. Ouais. C'est ça. Bon, déjà, on consacre beaucoup de temps au recrutement. C'est-à-dire qu'on est une dizaine de personnes, alors qu'on est 30, qui voyons toutes les candidatures pour la future usine. Qu'on a travaillé avec Pôle emploi pour travailler sur une méthode MRS qui permet non pas de choisir les gens que sur CV, mais aussi c'est une méthode inclusive qui permet aussi d'inclure les gens sur des bases de capacité sur un certain nombre de tests. Donc on regarde énormément les personnalités, on passe beaucoup de temps sur le recrutement, déjà pour avoir des recrutements de personnalités qui nous paraissent avoir des prédispositions d'accepter de travailler dans notre culture. Même si ce débat, on pourrait l'avoir plus tard, ce serait intéressant. Est-ce que ces cultures sont faites pour tout le monde? On me la pose souvent et j'aime dire que oui. Donc il y a ça, il y a petit à petit la préparation de l'organisation. On a aussi un programme de formation, on forme toutes les personnes qui vont nous rejoindre. Et par exemple, dans le programme de formation, je pense que c'est très très rare. Il y a des programmes de formation métiers, mais il y a je sais plus combien de temps et d'heures consacrées à la ProcessCom. C'est-à-dire que les personnes qu'on est en train de recruter vont toutes passer par une formation à la ProcessCom et un accompagnement de plusieurs jours sur la ProcessCom pour commencer déjà à se sensibiliser à ces sujets-là. Après, ça va se traduire principalement, pour être honnête, par une présence physique très très forte de ma part. Pas seul, mais en accompagnement avec l'animateur de site. On a aussi fait quelque chose de très important. C'est que l'animateur de site, donc ce qu'on appelle ailleurs des directeurs de site, l'animateur de site, il est avec nous depuis 2 ans, depuis 1 an et demi. Et donc il est ici, il vient souvent physiquement ici, etc., etc. Donc il connaît par cœur notre culture. Et donc on a aussi recruté en énorme avance de phase, l'animateur du futur site pour qu'il soit complètement en adéquation avec notre culture. Et c'est le cas aujourd'hui. Il vit Agro-Nutrice. Et ça, c'est fondamental. Et ensuite, c'est une hyper présence là-bas et on va monter en puissance petit à petit avec de l'organisation d'amélioration continue qui est basée sur les principes collaboratifs et petit à petit, moi j'ai des visions assez claires en tête, c'est qu'au départ, on va commencer par de l'organisation opérationnelle où on va commencer par les outils d'amélioration continue classiques qu'on va retrouver dans des entreprises industrielles, mais avec une vraie logique collaborative, c'est-à-dire mettre à disposition tous les outils du Kaizen pour petit à petit commencer à piloter leurs lignes et piloter les outils de production. Et ensuite, quand on aura une maîtrise, une montée en puissance et un exercice quotidien de la collaboration sur des sujets opérationnels, on va élargir le cercle à nos finalités stratégiques pour voir comment l'ensemble des salariés de la future usine sont aussi en mode projet avec nous dans les temps disponibles pour contribuer aux finalités stratégiques qu'on a définies. Évidemment, il faut passer du temps avec eux pour leur parler de la vision, la raison d'être, etc. Les faire participer à la fin d'année prochaine au séminaire global pour coécrire, parce que ce qu'on fait nous, les raisons d'être, la vision, etc., on la réouvre tous les ans, parce que comme on a beaucoup de recrutement, il faut laisser la place aux nouveaux entrants, de la modifier pour qu'elle devienne la leur. Sinon, ça devient une épitaphe dans un bloc de marbre qui ne parle à personne au bout de quelques années, même si au début, elle a été faite par une dizaine de personnes. Donc ça, on le fait tous les ans. Et donc voilà, c'est tout ça qu'il faut mettre bout à bout pour que petit à petit cette culture soit là, beaucoup de présence et beaucoup de pratique de la collaboration. Il y a une autre idée qui m'est venue mais que j'ai oublié entre-temps parce qu'elle ne devait pas être si importante que ça. Est-ce qu'il y a des sujets qui te tiennent particulièrement, des causes qui te tiennent particulièrement à cœur et que tu souhaites pouvoir faire encore progresser dans les prochaines années? Dans l'entreprise ou plus globalement? Oui, plus globalement. Et dans l'entreprise, mais... Dans l'entreprise, mon rêve, c'est de voir
notre culture, parce qu'il y a toujours des gens qui nous challengent, qui disent oui, mais ça marche tant que c'est petit, ça marchera pas quand on sera grand, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué avec des ouvriers, etc. Moi, déjà, mon rêve, c'est de montrer qu'on peut avoir une entreprise industrielle, régie par ses principes, avec une taille d'entreprise significative qui montre que ce sont des organisations très efficientes dans des organisations industrielles et qui se complexifient avec le temps. Et là où je suis très fier de nous, c'est qu'on a déjà l'ingénierie organisationnelle et souvent aussi le bas blesse souvent dans les organisations et on entend souvent dans des startups des gens dire quand on a grossi, on a perdu notre âme parce qu'on a mis en place les process classiques de l'organisation fonctionnelle qui cache mal son nom, qui est une organisation pyramidale parce que le râteau, c'est le début de la pyramide. Et en réalité, on a un endroit où on manque d'innovation fondamentalement, au-delà des principes, de la raison d'être, la vision, etc., c'est de commencer à penser des ingénieries organisationnelles, des organisations qui ne sont pas fonctionnelles. Et souvent, en manquant d'innovation là-dessus, dès qu'on rentre dans la complexité, les gens sont tentés par le fonctionnel. Nous, on a la prétention de croire qu'on a en notre sein aujourd'hui une ingénierie organisationnelle qui va nous permettre de grandir en gardant une organisation neuronale. Donc ça, c'est mon rêve, par exemple. Un de mes rêves, c'est de montrer qu'on peut porter nos valeurs, qu'on peut porter nos principes de fonctionnement, qu'on peut porter cette transformation sociétale et que ça donne, ça montre que ça marche à grande échelle. Donc ça, c'est vraiment, ça me tient à cœur. Et c'est mon doux rêve, vraiment. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi. Évidemment, on parle pas assez, parce que c'est vrai qu'on rentre, par vos podcasts, on rentre beaucoup sur le sujet de management, mais ou plutôt de gouvernance et d'entreprise. J'utilise rarement le mot management, je sais pas pourquoi. Ça a fourché dans ma langue. Mais aussi, ça me tient à cœur de porter un projet qui est très vertueux sur le plan environnemental. Je veux dire, aujourd'hui, notre solution, elle divise par 2 l'impact CO2 par rapport à la farine de poisson et par 3 par rapport au soja. Déjà, alors qu'on n'est qu'au début de cette industrie-là, et moi je suis sûr que toute chose égale par ailleurs, on va être à l'avenir, je sais pas, au moins 6 fois à 10 fois plus performant que le soja et 4 à 8 fois moins que la farine de poisson, ce qui est phénoménal, parce qu'il va y avoir des économies d'échelle, etc. Et donc aussi asseoir cette industrie et en faire une industrie qui va contribuer à la transition environnementale et à nourrir les humains et à continuer à grandir, parce qu'on a une Terre à 10 milliards d'habitants, et trouver des chemins vertueux environnementalement pour répondre à ce défi majeur qui est devant nous, évidemment, ça fait partie de mes rêves. J'en ai peut-être un autre qui je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à y consacrer du temps, parce que j'ai une qualité et un défaut, c'est que je consacre 100% de mon temps à l'aventure dans laquelle je suis souvent. Et je ne consacre pas tant de temps que ça à l'extérieur. Et souvent, c'est une forme de frustration. C'est-à-dire qu'il y a des associations où il y a, par exemple, des mouvements qui m'intéressent beaucoup, dans lesquels j'aimerais consacrer du temps, et au final, je ne sais pas faire. Donc j'espère qu'avec le temps, je saurai faire. Un dernier mot, Mehdi? Dernier mot. Non, mais déjà, merci de m'avoir invité, de m'avoir consacré du temps, d'avoir considéré que l'aventure que nous vivions et que l'expérience que nous avions est une expérience qui méritait d'être écoutée. Et donc, j'espère que ce témoignage, qui n'est qu'un témoignage, c'est pas, je ne donne de leçons à personne, que ce témoignage sera une source d'inspiration pour beaucoup d'autres, parce que on n'est pas trop de trop pour essayer de changer ce monde et de l'amener vers quelque chose qui nous tient à cœur. Et voilà. Et donc j'espère qu'on contribue à ça en faisant ce moment qui était très agréable. Plaisir partagé, c'était un super moment, hyper agréable. Plein de choses à retenir et ce serait très compliqué de pouvoir résumer ça en 2 minutes, mais t'es un être incarné, tu l'as dit plusieurs reprises, tout par des tripes et d'une intention hyper forte, sur un projet où tu l'as dit très rapidement tout à l'heure, faire d'un monde à 10 milliards d'habitants un monde vivable. Quelle plus belle mission que de pouvoir réussir, en tout cas de donner, de dédier sa vie et son temps à ça. Pour tout ça, merci beaucoup Mehdi, merci de nous avoir accueillis aussi ici, chez toi.
Et puis je suis certain que... Chez nous. Chez vous. Et puis je suis certain que ce sera un moment très riche pour tous nos auditeurs. Merci beaucoup, Mehdi. Merci beaucoup. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt!